pratiquement 3 heures de débat et de mise en scène des idées sur lesquelles vous avez déjà débattu. Il ne s'agit pas de faire une synthèse, il ne s'agit pas d'être complet, il s'agit que chacune et chacun d'entre vous, au terme de ces 24 heures de réflexion, puissiez repartir, et ça ce serait vraiment une réussite, avec au minimum une idée, un petit caillou dans la chaussure, ce qui va vous gratter en partant. Ce sur quoi, en réalité, et ça ce serait exceptionnel, ce sur quoi vous allez pouvoir réfléchir et éventuellement amender vos comportements, ceux de votre entreprise, ceux de vos salariés, dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir. Si nous parvenions à obtenir ce résultat-là, vraiment, ce serait une furieuse réussite, c'est ce que je nous souhaite. Il n'y a jamais loin de l'ambiguïté à la synthèse. Ne vous dites pas, on partira d'ici avec des idées ultra claires, ce n'est pas vrai. Chaque idée aura son anti-idée, et c'est tout à fait normal. Elle aura sa contradiction, elle aura ses amendements. Sur la façon de procéder, pour que tous nous puissions échanger au maximum, puis-je vous demander non pas d'être court, mais d'être clair. Et quand on est clair, on n'a pas besoin d'être long. C'est donc une discipline de la pensée. Et je vais vous demander cela, non pas en vous disant « il me stresse, je dois être court », ne regardez pas votre chrono. En revanche, précisez bien votre pensée avant d'articuler les mots et les propos dont nous avons besoin pour vous comprendre. Ça, c'est l'essentiel. Après, vous connaissez les règles du jeu de ce genre d'événement, c'est-à-dire respect ne veut pas dire absence de passion. Passionnez-vous, défendez vos idées, vos points de vue. Vraiment, c'est ici et maintenant. Et nous avons besoin de ce challenge, nous avons besoin de ces poils à gratter pour grandir. Je vous souhaite 3 heures merveilleuses et constructives. Dernier point, j'aime citer Jean-Jacques Rousseau à ce stade des débats. J'avoue, c'est une lettre qu'il envoie à l'une de ses amantes. J'avoue avec plaisir que, faute de choses savantes, je suis réduit à n'en dire que de raisonnable, et je n'envie à personne le profond savoir qui n'engendre que des écrits inintelligibles. Autrement dit, parlons utile, ne parlons pas trop savant, et nous nous comprendrons bien. Allons-y, parmi les différentes tables, voici comment nous allons procéder. Si vous le voulez, il y a vraiment des lignes directrices transversales qui vont nous permettre de bondir d'une table à l'autre sur les mêmes thèmes, ce qui n'empêchera pas évidemment un certain nombre de tables de pouvoir intervenir et aux autres qui ne sont pas directement concernés de se mêler au débat. Commençons, si vous le voulez, par l'État. Soyons réducteurs et assassins. Donc les deux idées phares, en fait, c'est si l'État était une entreprise, le constat que j'en ferai aujourd'hui, c'est qu'elle serait en état de cessation de paiement, donc dans l'obligation de déposer le bilan. Ça, c'est la première idée forte. Et la deuxième est qu'il y a un immobilisme au sommet de l'État lié au fait que les hauts fonctionnaires, nous semble-t-il, sont là plus pour maintenir l'existant que pour faire avancer le navire. Question, quelle était la table qui avait en charge les perspectives de l'État? Oui, alors j'ai une question pour vous. Est-il possible, en dépit de l'immobilisme de l'État, que l'entreprise elle-même puisse avancer? Avez-vous débattu de ça? L'entrepreneur, je repose ma question, l'entrepreneur peut-il avancer en dépit d'un immobilisme que vous sanctionnez au plus haut sommet? Oui, donc Émeric Narcimol, le groupe Safran. Oui, avec le risque, comme tout chef d'entreprise, parce que notre loi est tellement compliquée, d'être un délinquant en col blanc, qui ne le sait pas d'ailleurs. Et moi, souvent je voyage dans un avion entre une ville de province et Paris, j'ai un proc à côté de moi et je leur dis, vous savez, un jour vous allez me coffrer, parce que de toute façon, si on respecte toutes les lois, on ne parle jamais rien. Et donc, je suis certainement un bon délinquant en col blanc, mais sincère, et pour l'intérêt de ma boîte. Alors, Inch'Allah.
J'ouvre à tout le monde la perspective. J'aimerais des témoignages. Est-il exact que pour progresser, l'entreprise doit absolument être délinquante? Je vous écoute. Allez-y, je veux bien du témoignage, je vous en prie, témoignage. L'État est donc un frein, j'aimerais du témoignage. Oui, il est un frein, d'ailleurs je suis un délinquant, j'aimerais. Je pense qu'il y a vraiment une caractéristique française, c'est que nous avons beaucoup plus de réglementation et nous avons beaucoup moins de facilité à innover, à lancer des choses nouvelles que dans les autres pays. Je prends un seul exemple sur les services financiers nouveaux, par exemple, alors que Londres a autorisé une trentaine de sociétés à se lancer dans cette activité, la France n'en a autorisé que 3. Donc on est obligatoirement, si on veut avancer, en situation de délinquance. Et moi, je suis délinquant puisque j'ai créé au Luxembourg une société que la France n'a pas voulu approuver. Et du coup, nous sommes un peu hors la loi par rapport au système français. Attendez-moi, j'arrive, c'est le procureur. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'aimerais m'adresser à tous les autres. Oui, je vous en prie, monsieur. Vous vous présentez, s'il vous plaît, merci. Christian Cancé, on est dans le bâtiment et on est des délinquants. Tous gens des bâtiments sont des délinquants. Si on veut un conducteur de travaux, un jeune ingénieur qui sort d'école, un conducteur de travaux, il croit qu'il va faire 35 heures. On lui explique que c'était 38. Oui. Bon, et en réalité, pour faire ce métier, ça va là. Pour faire ce métier, c'est à peu près 50 heures par semaine pour quelqu'un qui se démerde bien encore, parce qu'il faut être de bonne heure le matin, et il faut y être souvent le soir, un petit peu plus tard, et puis il y a des réunions, il y a de la distance, il y a des chantiers à droite à gauche. Et ces gens-là, on les perd en conséquence, mais officiellement, ils font 38 heures par semaine. Donc nous sommes des délinquants, et puis on a des cons, excusez-moi, qui vont après voir la CGT, truc machin, pour dire ouais, mais moi je fais 50 heures, je fais 30 heures par semaine, alors que je suis payé sur la base de 38, alors qu'on est bien d'accord au départ que leur salaire correspond à ces heures supplémentaires, etc., mais ce n'est pas dit. Parce qu'on ne peut pas le dire, parce qu'après il y a du repos compensateur, il y a des ci, il y a des ça, et on ne peut pas s'en sortir. Donc nous sommes délinquants tous les jours à ce niveau-là. Et on a tous les jours le risque sur le au prud'homme, avec même 10 ans après, parce que c'est comme ça. Merci beaucoup pour vos témoignages. Y a-t-il encore un témoignage à recueillir? Non, j'aimerais dans ce... Oui, je vous en prie, monsieur. Il y a pas mal... Max Moreau. Il y a pas mal d'années, j'étais dans une commission du plan et Edgar Faure avait sorti une idée très intéressante. Il considérait que le système législatif français devait être comme un carburateur, une cuve à niveau constant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on sortait une nouvelle loi, il était important d'en supprimer une autre. Et de façon à garder, ça a été complètement oublié, un niveau constant au niveau législatif. Ce qui aurait allégé considérablement le total législatif et qui nous aurait permis de travailler plus facilement. Merci beaucoup pour ces témoignages. Étape suivante que j'adresse à Alex Wiesmann. Dans son livre 15, Montaigne dit ceci: l'émanation d'un système juridique est une émanation qui provient d'un peuple, d'une culture, à un moment donné. Comment est-il possible que des chefs d'entreprise nombreux, et ils ne sont ici qu'une petite centaine, puissent se plaindre ainsi d'un système juridique qui, disent-ils, nous oblige à enfreindre les lois pour pouvoir continuer à économiquement être dans le coup? C'est lourd. Non, je pense que depuis toujours, il y a une sorte de contradiction quasiment insurmontable entre l'initiative et la régulation. Alors, on a besoin des deux. Toute communauté humaine a besoin de règles. Sinon, c'est le Far West. Seulement, les règles, une fois qu'elles sont établies, étouffent progressivement l'initiative. Donc, il y a dans les marges du système juridique, qui n'est pas forcément la même chose que les règles administratives, parce que ça s'empile. Eh bien, tout cela est, à partir d'un certain moment, est inévitablement un frein au développement. Et en latin, comme moi, je m'intéresse évidemment toujours à l'Antiquité, puisque les choses viennent de là, à Rome, on distinguait avec précision deux concepts de capacité. L'un
potentia, la puissance. Oui, c'est ça. Désigner donc tout ce qui, dans la nature humaine, était capable de faire avancer, d'augmenter, de rendre plus vigoureuses les choses. Tandis que l'autre terme, potestas, désignait le pouvoir conféré à ceux qui étaient là pour freiner. Hein? Ce sont les fonctionnaires, ce sont ceux qui, investis par l'État, doivent, d'une certaine manière, domestiquer la sauvagerie naturelle de la nature humaine. Il y a là, je dirais, une sorte de paradoxe ou de contradiction insurmontable. Et dans l'histoire, on a des situations où l'initiative, c'est la potentia, l'emporte sur la potestas, et puis il y a des situations où, au contraire, c'est le formalisme de la puissance publique, à travers les règles juridiques et administratives, qui l'emporte. C'est un délicat équilibre, et ce que venait de dire Max Moreau, je trouve formidable, et Carfor avait cette intelligence subtile. Supprimer une loi quand on promulgue une loi, ça fait signe vers le nécessaire équilibre entre l'initiative et la règle. Je ne peux pas dire mieux. Merci beaucoup, Alain Separ. Oui, je voulais faire à peu près le même genre d'intervention, mais beaucoup moins pédagogique. J'avais envie de dire, et si les règles, on s'en fout. Je m'appelle Pierre Lassaussin. Et si on s'en foutait des règles, certes, un cadre, il ne va pas faire 35 heures. Si tu te brûles avec lui, il va te mettre au prud'homme. Et alors? T'en fous, si tu as bien gagné de l'argent sur lui pendant un moment, ça vaut bien un prix. On s'en tape. Le fait, les règles, il y en a qu'on peut respecter, il y en a d'autres, à un moment donné, il faut aller un peu en touche, mais il faut être agile. Mais effectivement, une démocratie ne peut pas fonctionner sans ça. Alors maintenant, on critique toujours la France. Est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs? Vous prenez l'exemple de Londres. La délinquance financière, c'est quand même la plus forte d'Europe. Si c'est ça qu'on veut prendre comme modèle, je ne sais pas si c'est un meilleur modèle. Je ne vais pas faire le défenseur, je vais dire, du gouvernement actuel. Non plus. Mais pourquoi pas se faire aussi l'avocat du diable? Est-ce que c'est mieux l'Afrique? Hein? Est-ce que c'est mieux l'Asie? Ou c'est la corruption qui domine le monde? Alors, je ne sais pas, peut-être trop de règles, c'est pas bien. Mais pas de règles, c'est pas bien non plus. Alors, on rêve toujours à quelque chose de parfait. On est français, on est toujours en train de râler. Mais si on se disait que c'était pas si mal, et qu'avec ça, on se démerdait. Et comme je vois qu'ici, on ne débrouille pas si mal, donc on pourrait simplement regarder la bouteille à moitié pleine et arroser ça tout à l'heure. Hein. C'est ça le carburateur del Carfor. Moitié pleine, moitié vide. Non, juste une petite remarque, parce que songez à la circulation. Dans une ville comme Le Caire, que je connais à peu près, où personne ne respecte les règles, on n'avance pas. Et la difficulté qui naît d'une régulation... Comme dans le monde anglo-saxon, de l'état de suspicion continue vis-à-vis de nous, à l'état de responsabilisation. Moi, j'ai déposé récemment, il y a à peu près 4-5 ans, un permis de construire, en même temps, un à Charlotte, en Caroline du Nord, et un à Bordeaux, enfin à Pau. Celui de Pau, il m'a mis 4 ans, avec un tas de papier énorme, à peu près 1 mètre cube. Charlotte, un tas de papier énorme, 1 mètre cube. À peu près la même chose, à peu près les mêmes questions. Simplement, quand j'ai réuni mon mètre cube de papier que j'ai amené ça à la préfecture de Pau, je ne te dis pas les emmerdements que j'ai eus, ça a mis 4 ans. À Charlotte, je suis tourné en face d'un fonctionnaire, il m'a dit c'est conforme à la loi américaine. Oui, j'avais mon avocat, je lui ai dit vous en connaissez rien. Oui, t'es sûr, hein? Oui, oui. Bon, vous signez là, une décharge pour y aller. Par contre, si vous m'avez menti, on verra plus tard. Et ça simplifierait beaucoup notre système. Et comme tu dis, si on veut prendre des courts-circuits, on prend nos courts-circuits pour prendre risque, mais on peut avancer. On va y arriver, c'est ce que tu dis. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je tiens à faire un point d'étape, vraiment, hein, qu'on suive bien un cheminement précis. Nous sommes partis sur l'idée, l'entreprise, pour être véloce, doit-elle absolument être en infraction? Et au départ, un certain nombre de témoins ont dit, oui, je dois être délinquant pour pouvoir avancer. Ensuite, Heinz dit, attention, si tous transgressent la règle, nous n'avancerons plus.
En revanche, effectivement, il faut pouvoir l'adapter. Ce que vous dites, passons du coup, et c'est l'une des formules, passons du coup sur une responsabilisation. On me demande simplement sur l'honneur, votre dossier est-il complet? J'affirme que oui, je suis responsable du coup, si jamais j'avais menti, etc., etc. Poursuivons, si vous le voulez bien. Je suis toujours sur la table qui a travaillé sur les fonctions de l'État. Si j'ai bien compris, et vous allez simplement opiner du chef si mes affirmations sont exactes, vous avez reconnu que l'une des tâches essentielles de l'État était d'abord d'assurer la protection, la sécurité. C'est bien cela? Ensuite, avez-vous dit, il doit aussi, et là vous lui avez donné une énorme responsabilité, il doit assurer l'éducation. Éducation et particulièrement, avez-vous retenu, sensibiliser les plus jeunes à l'entrepreneuriat. De ce point de vue, quelles sont vos réflexions, et je vais élargir évidemment le débat, mais quelles sont vos réflexions sur ce deuxième point? Comment sensibiliser aujourd'hui à l'entrepreneuriat? Quel est le rôle, quelle est l'importance, la responsabilité de l'éducation? Donc, Monsieur Fenoy, Société Appli. En fait, la réflexion qu'on avait, je pense, sur l'éducation, c'est l'éducation au sens large, et la sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'était aussi une sensibilisation à l'économie. Et on est parti d'un constat qu'il y avait un déficit de la culture économique, je dirais, dans la culture française. Et on le voit bien dans les débats que l'État, les hauts fonctionnaires, ont une très faible, voire une quasi inexistence, connaissance du monde de l'entreprise. Donc voilà, en fait, c'était ça, et on pensait que tout au long du cursus scolaire, il fallait rajouter une matière de l'économie, balayer l'ensemble des thèses économiques pour qu'il y ait une culture économique à terme. Voilà, je pense que c'est ça. Ce qui signifie que si je comprends bien, si je résume, pour vous, l'entrepreneuriat ou la science de l'entreprise, c'est d'abord un savoir. Au minimum, il y a cela. Je ne dis pas qu'il n'y a, je ne vous provoque pas, je dis qu'il y a au minimum ça, et là, l'éducation devrait y être. Oui, c'est surtout que les Français, de façon générale, aient une sensibilité à l'entreprise. On voit que nous, ce dont on a besoin, je pense, c'est d'une certaine vision. C'est d'une certaine vision, c'est d'une certaine stabilité de la législation, que la législation évolue, on a besoin de règles, comme on disait tout à l'heure, mais il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour pouvoir prendre des décisions. Quand on prend des décisions d'investissement, c'est à long terme. Si on change la loi tous les 6 mois, on n'a aucune visibilité. Donc voilà, donc c'est ces hauts fonctionnaires, cet État qui, par une mauvaise connaissance de l'économie de l'entreprise, ont des espaces-temps différents. Il y a la prise de décision, il y a la volonté d'être réélu pour les élus, l'entreprise, il y a une stratégie assez évidente. Voilà, on n'est pas dans le même espace-temps. Ça fait beaucoup de choses. Je reviens sur le premier point, c'est-à-dire, vous avez dit, oui, il faut absolument que l'entreprise puisse être enseignée. Je reste sur ce point-là, si vous le permettez, je n'escamote pas le reste. J'aimerais, je prends note des doigts levés, la table qui s'est occupée d'économie. C'est laquelle? Économie, c'était vous, parce que vous-même aussi, vous vous êtes inquiété de la même question. C'est-à-dire, faut-il, oui ou non, et comment peut-on accroître les connaissances moyennes, la connaissance moyenne de l'entreprise? Je vous écoute. Quel était là-dessus l'état de vos réflexions? Excusez-moi, je crois que je vais vous choquer, mais je crois qu'on doit parler de l'entreprise dès la crèche. J'ai un petit-fils qui a 26 mois, il sait à peine dire papa, maman, grand-père il a du mal, mais ce petit couillon, il sait faire marcher l'iPad de son père, il est tout surpris quand il balaye la télé que ça ne marche pas, et il parle avec ses copains, bon, ils sont déjà des pré-entrepreneurs. Donc, je crois que en écrivant un bouquin, un jour, je me suis penché sur, c'est redressé d'ailleurs, sur des réussites entrepreneuriales. Et on s'aperçoit très souvent que des types qui ont monté haut leur entreprise
même dans la fonction libérale aussi, c'est la même chose. Il y a eu un déclencheur dans leur jeunesse. Ils ont admiré quelqu'un qui faisait tel un chirurgien, tel un entrepreneur, et je pense que si on donne la possibilité, dès le cours élémentaire, d'aller faire des visites d'entreprise, d'aller faire des visites de centres de recherche, de confronter toute la jeunesse en lui laissant toutes les opportunités de la vraie vie, on donnera une envie d'entreprendre à ces jeunes. Comme vous avez parlé d'utopie, j'en ai profité. Merci beaucoup, Max Moreau. Michel, et puis ensuite Jérémy. Oui, Michel Fabre, Mébron, ici à Saint-Jean-de-Luz. Moi, je crois que c'est peine perdue d'espérer que l'enseignement sensibilise à l'entreprise. Parce que d'abord, c'est trop près ou trop loin? Trop près. Un peu trop difficile, un peu trop près. Bon, trop près. J'ai pas mal d'amis enseignants, et il se trouve qu'au tout début de mon expérience professionnelle, j'étais un peu fonctionnaire, où je travaillais pour l'administration. Donc à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais mes patrons qui avaient, donc moi j'étais jeune, j'avais 25 ans, mais mes patrons qui avaient 35 ans vont s'occuper d'installer des énergies renouvelables en Afrique. Donc c'est simplement pour vous dire qu'on faisait travailler des entreprises secteur privé, et on négociait des contrats. Ils avaient beaucoup de mal à comprendre qu'avec 5% de marge, les patrons s'en mettaient pas plein dans les poches. Donc il y a vraiment un décalage complet entre ce que tu as dit là tout à l'heure. Donc je pense, juste pour finir, on a demandé d'être clair, donc ça ne s'enseigne pas, il faudrait le faire sentir. C'est par l'expérience et non pas par l'enseignement. Et quand je vois qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal, si on a des gamins de 16 ans, à les faire travailler, à faire des stages, alors que dans d'autres pays, bon, je connais un peu mieux le nord de l'Europe par ma famille, c'est extrêmement facile de faire travailler, de faire comprendre qu'il y a du travail, il y a un salaire, on crée des choses, et de ce côté-là, enfin, moi je vois tous les neveux de ma femme sont tous des entrepreneurs, ils ont tous commencé à travailler très très jeunes. Merci beaucoup, Michel. Jérôme affirme, il faut enseigner. Michel dit, il faut faire sentir. Max ajoute, il faut de l'expérience. J'avais promis à Jérémy d'abord, et je reviens vers vous. Jérémy, du coup, j'ajoute dans ma question, comment faire enseigner l'entreprise ou l'entrepreneuriat? Alors peut-être justement, j'étais d'accord avec cette proposition et un peu moins sur d'autres. Moi je pense que tout ce qui est sensibilisation cours à l'économie d'entreprise, il me semble qu'il y a beaucoup de cursus qui l'intègrent, pas tous. Mais aujourd'hui, la plus grosse difficulté, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, aujourd'hui, il ne faut pas rêver, on ne pourra pas enseigner l'entrepreneuriat tel que c'est dans les institutions les plus classiques. Pourquoi? Parce que le métier de base de l'enseignant, c'est de transférer des connaissances. Et pour la plupart, beaucoup le pensent. Malheureusement, je fais partie des rares à dire qu'il ne faut pas enseigner un transfert des connaissances, mais apprendre à nos étudiants à remettre en cause tous ces savoirs-là et à bouleverser tout ce qu'on leur donne. Et je fais partie d'un OVNI parce que ancien cancre et autres, et je me base sur cette expérience-là. Et je vous rassure, je vous dis que c'est très difficile à faire passer auprès de certains collègues. Alors au sein de l'ESTIA, on a une école un peu atypique, on y arrive, mais quand je vais dans des environnements plus classiques, eh bien, on voit toujours le monsieur avec les cheveux longs orange qui fait du surf et qui doit faire des cours pas classiques et qui ne tiennent pas la route, quoi. Et donc, il faut faire comprendre aux profs, si un jour on veut sensibiliser à l'entrepreneuriat, que ce n'était pas du transfert de savoir, mais plutôt apprendre à nos étudiants à nous renverser. Par contre, j'ai besoin aussi des entreprises. On a parlé de visite d'entreprise, et c'est vrai que c'est important pour leur donner, mais il faut aussi que vous soyez suffisamment, quand on vous met en présence des étudiants, on organise des visites d'entreprise, et je vais être un peu provocateur, mais des fois vous leur faites des visites chiantes, et vous leur donnez pas envie de faire de l'entrepreneuriat. Vous leur montrez vos productions, vos process, vos machins, mais on n'a jamais droit à celui qui a créé toute cette fibre-là. Et on n'a jamais droit au créateur, à l'inspirateur de tout ça. Et on ne peut pas se plaindre du système éducatif si vous n'appliquez pas. Voilà, moi je rêve d'une visite d'entreprise, d'aller voir Steve Jobs. Ah ben non, ça semble plus difficile. Mais qui nous explique comment il a fait tout ça. Je me fous de savoir comment l'iPhone est foutu et comment il est conçu. Voilà, Vous
Vous avez bien compris que Jérémy est un rebelle ludique. Et on reviendra vers vous. Je résume bien, on est en train de nous intéresser à la question fondamentale, comment transmettre, excusez-moi, comment transmettre l'entrepreneuriat, comment l'enseigner. Moi, je vais commencer à dire que je suis d'accord avec le cancre. Pierre, toujours. Voilà, on est vraiment des Français. Alors, on critique l'éducation nationale, et je me surprends à le faire aussi, parce qu'on est, nous, tellement en décalage avec ça. Alors, rêver que ça commence à la crèche et tout, c'est bien le rêve. Faut bien dormir. Mais bon, c'est pas du tout dans la culture, je le disais bien, le cancre là-bas, c'est pas du tout dans la culture de l'éducation nationale, et on va pas le changer. Maintenant, il y a aussi des mutations. On voit bien des sections STG, tout ça, qui sont en train d'éclore, où ils apprennent ces choses-là dès la seconde. Donc, il y a aussi des évolutions très lentes qui se passent. Bon, ok. Et si on se disait, bon, arrêtons d'être français, de râler, en fait, si on avait des délégués syndicaux ici, ils diraient ce que nous, on dit sur eux, en fait. On est la CGT à l'envers. En train de râler pour des choses qui sont de l'opposé. Enfin, j'ai essayé de prendre du recul et de faire de l'autocritique. Et si on se disait, si on se prenait en main, et si au lieu d'attendre et de gueuler, on prenait des initiatives. Je ne sais pas, ici le MEDEF par exemple, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais moi quand je les vois, c'est à peu près le même niveau que la CGT. Ils sont en train de râler, faites faire les choses à l'envers, on va prendre des coups que le président, c'est le plus gros des corrompus, enfin. Je veux dire, comment on est crédible avec ça? Et si on allait travailler main dans la main, avec les gouvernants qui nous font chier, mais dont on a besoin malgré tout, pour essayer de leur donner envie de partager et de sensibiliser, je sais pas, et d'amener les jeunes. Et comme les jeunes, on les amène dans l'entreprise, si nous, on est moteurs, on va pas leur montrer les process. On va leur donner envie, simplement, de devenir créateurs un jour de leur propre histoire. Donc, soyons responsables, positifs, et puis le système, on va pas le changer, alors, mais essayons d'agir sur le levier qu'on a, c'est-à-dire les nôtres. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est précisément cette table-là que je voulais entendre, la table qui s'est occupée de la réflexion centrale sur l'homme et l'univers. Donc j'ai ici 2 demandes d'intervention. Dans un instant, je leur donne le micro. Regardez bien, et puis ensuite, j'aimerais entendre Heinz Wiesmann. Comment transmettre l'entrepreneuriat? Mais qu'avez-vous à transmettre? Nous avons dit, il y a un certain nombre de cours d'économie, des savoirs. Ça, l'éducation nationale peut éventuellement, je dis bien éventuellement, transmettre. Je me retourne vers vous. Quelle est la définition que vous avez donnée, que vous avez mise sur papier de l'entrepreneur? Comment vous êtes-vous défini? Je vous écoute. On est tous bien d'accord qu'il y a des savoirs qui se transmettent. Par contre, autour de cette table, on a parlé hier de ce que, enfants, beaucoup de jeunes hommes, d'entrepreneurs, sont naturellement des leaders, et découvrent au fil de l'eau leur qualité, au fil des épreuves, leur qualité. Le fameux terme de mon ami Mazar Tanguy, la sérendipité. Ce que je veux dire, c'est que naturellement, il y a des leaders dans nos sociétés. Ça ne se transmet pas. On est comme ça, on a des talents. Et je prenais un exemple, c'est que dans une meute de chiens, il y a toujours un taillot. Ça, c'est le premier point qui est important, ça ne se transmet pas. On est comme ça, il y a des leaders, nous sommes, il y a des... voilà, et après on apprend. Ensuite, dans les leaders, il y a la notion de prise de risque. Et c'est vrai, là, qu'en France, la prise de risque, ça ne s'apprend pas. Et si on connaissait tous les obstacles qu'il y avait que l'entreprise peut rencontrer à quelque niveau que ce soit, il n'y aurait pas d'entrepreneur. On ne serait pas entrepreneur. Voilà ce dont nous avons parlé. Oui, vous voulez intervenir aussi? Et puis ensuite... Oui, hier, présentez-vous. Donc, Tanguy, c'est bon? Oui. Donc on a, comme dans beaucoup de tables, un petit jeune avec nous, bien que je ne sois pas trop vieux, et qui a déclaré qu'il était entrepreneur. Et donc on a essayé de le décourager. Ça nous a pris toute la soirée. Et on n'a pas complètement réussi, et on en a conclu que l'entrepreneur avait une qualité qui était un peu, vous savez, comme les bidibules. C'est-à-dire que lui, il se relève toujours. Alors, bon, il a eu du mal, hein, parce qu'on était à 10 contre 1. Bon. Puis il est encore là ce matin. Donc il n'a pas l'air complètement découragé, quoique ce serait bien de vérifier à froid après une bonne nuit.
donc voilà, il y avait une qualité intrinsèque, et ça c'est quand même quelque chose qui semble être une caractéristique, à défaut d'être une définition. Et je ne sais pas si après, alors on a trouvé à table quelqu'un qui avait une définition extrêmement précise de ce que c'est qu'un entrepreneur. Alors je préfère que tu le dises toi-même. Votre prénom. Jean-Luc Berner. Donc elle est très simple, elle se résume en 2 mots. Pour moi, un entrepreneur, c'est un fou responsable. Commentaire. Je vous écoute. Votre prénom. Moi, je suis Pierre, animateur de club sur Charnégou, club sur les Pyrénées-Atlantiques. Il se trouve qu'en termes de transmission de l'entrepreneuriat, et c'est là-dessus que je voulais intervenir, je coordonne un programme qui s'appelle Les Entrepreneuriales et qui permet à des étudiants, dont l'étudiant que j'ai à table à côté de moi, d'expérimenter l'acte d'entreprendre. Et pour l'expérimenter, je trouve qu'il y a des mots forts. On a parlé de oser, de l'expérimentation, de prise de risque, finalement d'être un peu marginal. En fait, on sort des sentiers battus. Et on sort des sentiers battus grâce aux chefs d'entreprise. Donc ça, c'est une particularité qui trouve beaucoup d'ailleurs à l'université, pour qui, à la limite, le programme est fait, mais on a beaucoup de mal à les avoir avec nous, alors qu'on a des écoles de commerce, des écoles de gestion de Bayonne ou l'Estia qui nous suit sans aucun problème. Alors que c'est un programme qui est vraiment fait pour eux, et c'est des chefs d'entreprise qui décident d'accueillir les chefs d'entreprise, les étudiants pour leur enseigner leur domaine d'expertise, mais qui également les parrainent. Et je pense que c'est ce genre d'expériences qui sont des petites gouttes d'eau, finalement, les unes mises à côté des autres, qui peuvent ouvrir des opportunités. En tous les cas, qui leur permet d'oser, ça je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Merci beaucoup pour vos témoignages. Il se fait, et c'est une énorme chance, que nous avons donc des jeunes avec nous et ils nous ont accompagnés pendant tous nos travaux. Y a-t-il parmi vous, jeunes gens, déjà des esprits qui ont pris leur décision, je serai entrepreneur? Levez la main. Bien. Oui, là. Et les autres non. Si j'ai bien compris, en tous les cas, la décision n'est pas encore prise. J'aimerais vous entendre sur le cursus que vous suivez et sur la question générale. Aujourd'hui, où vous en êtes-vous déjà instruit de la chose entrepreneuriale? Qui souhaite, pour terminer, mais qui souhaite répondre d'abord? Je vous écoute. Oui. David. Merci. Vous avez la question? Oui, bien sûr. Donc, souhaitez-vous être entrepreneur? Voilà une question générale. Pour répondre à cette question, prenons une sous-question qui est: êtes-vous suffisamment informé aujourd'hui de ce qu'est être entrepreneur et pour pouvoir l'être? Oui, je pense que je me dirigeais là-dedans. Mais je pense qu'on parlait tout à l'heure de tout ce qui est donner envie aux jeunes de se lancer. Mais je pense, vu les difficultés qu'il y a, je pense que faut que les jeunes aient envie avant de se lancer. C'est ça. Où est la poule, où est l'œuf? Donc ici, oui, l'envie doit être là, elle ne doit pas venir d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Vu les difficultés qu'il y a, si c'est pas vraiment son idée, je pense qu'il y a rien. L'entrepreneur, un fou responsable? Aucun commentaire? Je pense que c'est vrai. Un faux responsable, je pense que c'est vrai. Alors j'aimerais vous entendre. Vous avez décidé de devenir entrepreneur. Quand, pourquoi, comment? Ils ont dit, il faut une flamme, il faut une envie, il faut un projet, il faut être un fou responsable. Votre prénom? Alors, Denis, comme les personnes de ma table l'ont dit, c'est bon? Ouais. Je me sens entrepreneur. Alors, pourquoi? Alors, premier facteur, je pense que c'est dans l'éducation. Je pense que mes parents ont eu la sagesse d'ouvrir assez l'esprit, pas qu'à l'entrepreneuriat, mais à toutes les choses qui m'entourent. Et je pense que c'est ça qui m'a permis déjà de passer à l'entrepreneuriat. Ensuite, deuxième facteur, l'éducation scolaire, l'école, qui est un accélérateur de culture entrepreneuriale. Et à l'Estia, je pense avoir
Donc à l'Estia, il y a une culture entrepreneuriale et je pense en avoir pris une partie. Voilà. Quand avez-vous pris votre décision? Quand a-t-elle été prise? À la maternelle, exactement. Pardon? En maternelle? Non, plus tard. On nous rencontre hier soir. Qu'elle nous a rencontrés. C'est bon, je peux passer? Non. Quand je pense que... alors, j'ai pas de date précise, je sais pas quel jour j'ai su ça, mais l'heure non plus d'ailleurs. Mais je pense que c'est un projet qui a une maturité à long terme et cela fait déjà pas mal de temps que je pense ça. Voilà, merci. Si je fais un raccourci, vos parents donc ont eu la sagesse, dites-vous, d'allumer en vous la folie responsable. Oui, Michel, vous ne croyez pas que l'entrepreneur, c'est celui qui un jour croit que lorsqu'il aura son entreprise, il sera libre, il sera pas chier, il n'aura pas de patron. Hein, c'est un peu l'illusion, parce qu'après, ça change un peu, il y en a d'autres. Hein, mais c'est de se dire, bon allez, je vais faire mon truc et je le fais moi. Et que c'est ça, vraiment, la base de l'envie d'entreprendre. Parce que bon, on parle d'entrepreneur comme si c'était une race exceptionnelle. Enfin, en France, il y en a quand même quelques centaines de milliers ou de millions, je ne sais pas, non? Donc, pas de millions? Quelques centaines de millions, pas de millions. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, je vous en prie. Moi, donc Arnaud Dumont, élève ingénieur. Je pense que le métier d'entrepreneur, comme beaucoup d'autres métiers, c'est une histoire de rêve. Et on a tous, je pense, on a tous eu, certainement vous aussi, dans votre jeunesse, des personnes qui vous ont inspiré, des professeurs, des entrepreneurs. Et je pense que la motivation, l'envie d'apprendre vient du rêve. Moi, je donne des cours de mathématiques à des élèves. Et si le parent le savait, il serait peut-être pas très content, mais on ne fait pas énormément de mathématiques. J'essaye de trouver un objectif, de les faire rêver, de leur faire sentir à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils pourraient faire en travaillant et en ouvrant leurs esprits. Et je pense vraiment que c'est aussi votre rôle de faire rêver donc, les générations. C'est peut-être difficile puisqu'aujourd'hui, il y a certains ressentent un acharnement de la presse sur leur profession. Mais il faut réussir à contrebalancer ça en faisant rêver donc, les générations pour leur donner envie et pour que vous soyez un exemple de réussite. Et ça engendrera, à mon avis, beaucoup de vocations. Réenchanter le rêve, j'en ai connu là comme ça. Oui, Jean-Philippe, juste l'éclairage aussi, je pense que pour susciter plus d'entrepreneurs, il faut susciter aussi des intrapreneurs. C'est une dimension qu'on ne doit pas occulter, c'est-à-dire des gens dans les organisations, des gens qui ont l'esprit d'entreprise, des gens qui sont ces fous responsables dont on parle là, mais qui n'ont pas ni les moyens, ni l'occasion, ni le courage à un moment donné de créer leur boîte, et qui se retrouvent dans des organisations beaucoup plus grandes, y compris dans les administrations, mais qui ont cet esprit d'entreprise. Donc c'est ce que j'appelle des intrapreneurs, on les appelle souvent comme ça, c'est des gens qui ont beaucoup les caractéristiques d'entrepreneurs, mais ils sont pris dans les organisations hiérarchiques avec les procédures, et ils essaient de s'en dépêtrer, et ils essaient d'atteindre des objectifs dans l'adversité, et ces gens-là, il faut aussi les reconnaître, et il faut savoir que ce sont des alliés des entrepreneurs. Finalement, ils mènent d'une certaine façon un même combat. Je ne suis pas d'accord parce que je suis un entrepreneur typique. Je suis parti dans un arsenal. Ce n'est que moi, à l'origine, c'était un arsenal. 3000 personnes, on est devenu 60 000 personnes. Je ne suis pas polytechnicien, je suis devenu directeur général de cette société. Je peux vous dire que je sais ce que vous voulez dire. Par contre, j'ai toujours eu un très grand respect, mais inimaginable, de véritables entrepreneurs qui tous les jours se remettaient en cause. Moi, j'avais le cul dans le beurre. Je m'excuse de cette expression, mais j'étais quand même très protégé. Le risque, moi, je l'avais pratiquement zéro, si je devais faire engueuler. Tandis que le véritable entrepreneur qui joue avec son fric tous les jours, ça, il mérite un grand respect. Parce que moi, je dis, l'entrepreneur qui lance sa boîte, c'est comme quand vous faites un chemin de croix. Le tout, vous savez que c'est difficile, c'est d'éviter l'antépénultième station, c'est-à-dire la crucifixion. Quand vous l'avez passé, c'est bon, vous réussissez.
Mais c'est ça, finalement, l'entrepreneur. Et peut s'imaginer, moi je sais que la consigne que je disais en particulier avec les directeurs d'achat, vous êtes des petits cons. Vous avez une énorme responsabilité, mais les gens que vous avez en face de vous, vous êtes en train de les laminer, et ce que je n'accepterai jamais, c'est le manque de respect vis-à-vis de ces gens-là. Parce qu'à 17h, vous allez repartir avec la raquette de tennis dans le dos, et puis tout fier d'avoir fait gagner 3 francs 6 sous à la société. Merci beaucoup, et je vous paye pour ça. Par contre, l'entrepreneur que vous avez avec vous, en face de vous, avec qui vous avez négocié, vous lui avez vraiment quelquefois un peu tordu le cou, ou le bras, mais c'est lui, par contre, qui va devoir gérer toutes les conséquences de cet acte. Et je peux vous dire qu'il peut-être qu'il a passé une mauvaise nuit. Les petits cons à l'achat, quand ils ont eu une promotion, ils sont devenus des grands cons. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos témoignages. Regardez, nous sommes partis de la question comment transmettre l'art d'entreprendre. Et tout d'abord, la responsabilité était dévolue à l'État. C'est de là où nous sommes partis. En tous les cas, pour ce qui concerne le bagage du savoir et des connaissances. Et assez rapidement, vous nous avez dit aussi, attention, il y a une question d'envie. Vous avez ajouté, il faut des qualités personnelles. Qualités personnelles, notamment celle de leadership, du dirigeant. Tout le monde ne naît pas avec cette qualité personnelle. Vous avez ajouté, mais donnez-moi la flamme, donnez-moi l'envie, donnez-moi une expérience, donnez-moi de quoi sentir, avez-vous dit, ce que c'est pour que je puisse moi aussi m'y projeter. Nous avons donc, à travers cette question, entre autres, frôlé la question de la définition de l'entrepreneuriat. Je me retourne vers vous, Heinz Wiesmann, on est en face de quoi et comment faire? Je ne saurais pas dire comment faire, mais ce que je retiens, c'est extraordinairement riche. Ce que je retiens, c'est qu'au cœur de vos interrogations, il y a au fond l'éducation. Or, l'éducation, ça a été dit, ne se réduit pas à la transmission de connaissances. L'éducation, même étymologiquement, le mot veut dire conduit quelqu'un hors de, éduquer. Et hors de quoi? Hors d'un état, non seulement d'ignorance, mais aussi hors d'un état peut-être de nature sauvage, pas encore suffisamment civilisé. Donc l'éducation correspond toujours, au-delà des connaissances, à un projet culturel. Or, les cultures, c'est très souvent sur des convictions religieuses au départ. Parce que ce qui fait qu'une culture parle aux gens très différents qui composent une société, c'est que l'idée de salut que véhicule la religion peut être ensuite sécularisée et déterminer les bons comportements. Ce qui doit plaire à Dieu, plaira aussi aux voisins. Donc, lien entre éducation, culture et choix religieux. À partir de ce moment, on peut reprendre ce que vous venez de dire tout à l'heure, pourquoi en Europe, par exemple, le rapport à l'initiative entrepreneuriale n'est pas le même dans le Nord et dans le Sud. C'est quand même un constat d'expérience et c'est absolument évident. C'est que, et je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne, que je connais bien, en France, l'éducation consiste à acculturer les jeunes générations en vue d'un principe qui n'est pas le principe de la libération de l'énergie individuelle. C'est au contraire, à travers les exercices scolaires, je ne parle pas de la dissertation, je parle enfin, tous les exercices, c'est le fouet. Et les jésuites, quand ils créent, c'est eux qui ont créé la classe au moment de la contre-réforme, eh bien, ils se sont servis des exercices scolaires comme autant moyen de limiter ou de réduire la violence qui pourrait habiter un individu. Alors, si on a dit tout à l'heure, il y a des leaders naturels, il y a des gens qui ont une sorte de force en eux, eh bien, l'acculturation telle qu'elle s'est mise en place en France va à l'encontre de cet élan-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'entrepreneurs en France, mais l'éducation conçue comme acculturation ne favorise pas cela. Je peux vous dire qu'en Allemagne, c'est exactement le contraire, et c'est lié à la réforme protestante. La réforme protestante, et là aussi on peut critiquer, elle met l'accent sur la performance individuelle. Le salut pour un protestant ne passe pas par l'observance de règles, ne passe pas par des rituels. Il ne faut pas faire comme tout le monde, génuflexion, signe de croix, etc.
le protestant, il est invité à se sortir des tripes tout seul face à Dieu. Et ça, une fois sécularisé, ça donne une éducation qui favorise au fond quelque chose qu'on peut aussi détester, une certaine brutalité, une absence de politesse. Songez au mot politesse, ça vient du verbe polir, et c'est le même mot que la police. Et autrefois, on parlait d'une société policée. Une société policée, c'est une société où les gens se comportent bien par rapport à des règles qui font que les aspérités qui... on n'a pas besoin, elle est intériorisée, la police. Et alors, pour être entrepreneur, et on l'a suffisamment dit, on a besoin d'une énergie et d'un élan qui dépasse toujours cette espèce de souci de se conformer à des règles intériorisées de bienséance. Bon, je pourrais épiloguer très longtemps là-dessus. Il y a probablement en Europe une chance unique aujourd'hui de regarder par-dessus les frontières, non seulement nationales, mais aussi culturelles, pour s'inspirer de ce que les voisins sont et font. Et un de mes soucis depuis que je suis en France est de faire partager la perception de ces différences, parce qu'on peut puiser chez l'autre ce qu'on n'a pas, par une sorte de projection admirative, ou même dans le rejet de ce que l'autre propose, il y a une sorte de prise de conscience de ce qu'on est soi-même. J'appelle ça la rétroprojection, il y a une espèce de mouvement de va-et-vient. C'est ça que l'éducation européenne doit maintenant favoriser. Les éducations nationales me paraissent tout à fait incapables de faire face aux défis de la mondialisation. Il faut que déjà, en Europe, on commence à se prendre mutuellement au sérieux, au-delà de ce que le passé nous a légué comme conformisme. L'éducation, la culture, la religiosité implicite, l'idée que qu'est-ce qui fait que quelqu'un est acceptable en société, tout ça est lié. Et à partir du moment où on s'aperçoit que ce n'est pas la même chose dans les différentes traditions religieuses, culturelles et nationales, eh bien on a déjà fait un grand pas en avant. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler plus, mais je ne vais pas accaparer la parole, parce que ça, c'est la chose qui me passionne parmi toutes. Voilà, mais je m'arrête, je me retiens. Merci beaucoup, Nous étions partis sur le rôle de l'État et nous avons tout d'abord mentionné la protection, la sécurité, puis l'éducation. Voici arrivé maintenant le problème de la santé. Quelle est la table qui s'est occupée de la santé? Parfait. Vous aviez à votre table évidemment un expert hors pair, si je puis dire. Tout d'abord, vous allez vous présenter, j'ai une première question pour que tout le monde puisse être à jour. Quels sont les grands enjeux nationaux, et on peut même y mettre des chiffres, sur le système de soins français? Merci, donc Patrick Négaret, je suis directeur d'une caisse d'assurance maladie. Je pense être un entrepreneur, même si je suis admiratif des entrepreneurs. J'ai d'autres enfants, j'en ai deux qui sont entrepreneurs. Et donc, les grands enjeux, finalement, tout le monde sait qu'il y a un déficit colossal qui s'accumule régulièrement, il y a environ 210 milliards cumulés. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un état de santé des gens qui était basé sur finalement des affections vraiment... On n'entend pas bien. On n'entend pas bien? Oui. Sur des affections qui étaient vraiment de caractère tout à fait ponctuel, à des affections chroniques. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les dépenses de santé, c'est 2 tiers des affections chroniques, et l'évolution, c'est les 8 dixièmes. C'est-à-dire que sur l'ensemble des dépenses de santé, 175 milliards d'euros, c'est le diabète, le cancer, Parkinson, l'affection cardiovasculaire, etc. Et si quelqu'un est en bonne santé, c'est dû aux soins seulement en gros à 15%. Tout le reste, c'est déterminant de la santé, c'est-à-dire le comportement de l'individu, l'environnement, la génétique, etc. Et on va dans le mur en klaxonnant, parce qu'on consacre toujours plus aux soins, et ça sert vraiment à un moment plus à grand-chose, parce qu'on accroît tous les ans le déficit, et c'est pas pour autant que les gens sont en meilleure santé. Il y a un plafond, si vous voulez, c'est environ 10% du PIB, et qui, à partir de là, ne permet pas forcément que les dépenses consacrées à la santé soient justifiées. Voilà. Donc on est parti de cette idée-là. Et
moi, je témoignais en tant que directeur de caisse et puis en tant que je suis responsable d'un projet national qui s'appelle Santé Active. C'est par opposition assurance maladie. C'est-à-dire que l'assuré doit être acteur de sa santé. Il ne s'agit plus de culpabiliser les gens, mais de les responsabiliser. C'est-à-dire, on dit aux gens, voilà, c'est un bien commun, l'assurance maladie, et vous allez gérer votre capital santé, on va vous aider. Et on a créé des séances de coaching quand j'étais en Sarthe, et maintenant je suis dans les Yvelines. Et le coaching fait que les gens, finalement, arrivent à diminuer leur consommation de soins. J'ai bien dit diminuer. Très concrètement, ce sont des réunions. C'est des réunions d'assurés sociaux qu'on fait avec des professionnels de santé. Sur base de volontariat. Sur base de volontariat, avec un entretien de motivation. Parce que quelqu'un qui n'est pas motivé, ça ne sert à rien de perdre son temps. Et donc, à partir de là, les gens, ils suivent les conseils qu'on leur donne, ils changent leur comportement et ils diminuent leur consommation de soins. J'ai bien dit diminuer. C'est moins quelque chose. C'est-à-dire que là, vous avez fait vraiment un test grandeur nature in vivo. J'ai fait un grand test grandeur nature in vivo qui a été validé par un département mathématique de l'Université du Maine. Et maintenant, donc je l'étends sur la France entière. Et il y aura 25 à 30 caisses d'ici fin 2013. Et ce sont des caisses de bonne santé. Ben oui, c'est des caisses de bonne santé. C'est pile à couper le beurre, parce que l'on revient aux origines des choses. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'alimentation, faire un peu d'activité physique, se préserver quand l'environnement est trop dangereux, que ce soit au travail ou chez soi. Et ça, le retour sur investissement est extraordinaire. C'est-à-dire, il est quantifiable. Il est quantifiable, on a commencé à le quantifier quand on était seulement sur la Sarthe. On avait fait pour un tiers des dépenses de soins sur la Sarthe. Extrapolé à la France, ça rapportait 300 millions d'euros. Donc c'est rien. Et si on l'étend sur toute la France, on va gagner plusieurs milliards d'euros, ça c'est quasiment sûr. Deuxième expérience, au sein de l'entreprise, vous avez prolongé cela ou pas? Alors au sein de l'entreprise, ce qu'on a commencé à faire, et là il y a beaucoup de travail, c'est que je suis aussi animateur d'un club APM, j'ai oublié de le dire. En même temps, je suis pas expert en guillemets. Ce qu'on fait, c'est des réunions employeurs. On leur explique comment, par exemple, prévenir les troubles musculo-squelettiques. C'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Et là, on fait venir des gens qui sont compétents sur le sujet. J'ai des copains APM qui ont fait venir un kiné 2 heures par semaine. Ça leur coûte 100 € par semaine. Ils ont diminué considérablement les troubles musculo-squelettiques, ce qui est une plaie pour les employeurs. Et ça vient ici en maladie professionnelle. C'est des gens très concrets. Je pense qu'à un moment, il faut être concret, il faut être pragmatique et avancer. Hein, parce que être créatif, c'est bien, mais innovant, c'est beaucoup mieux, et mettre en place les choses. Et voilà. Et ma grande difficulté, je voudrais vous dire là-dessus, parce que je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, ça a été de modéliser ça pour pouvoir le vendre très vite à mon directeur général, parce qu'il n'a pas que ça à faire. Et 2008 m'a beaucoup servi. J'ai eu une telle crise qu'à un moment, je cherchais des solutions partout. Et vous parliez de... Alors, un directeur de caisse, c'est pas fonctionnaire. J'ai un service public à gestion privée, j'ai un contrat de travail. Et on a donc une délégation de service public. Et moi, j'ai des objectifs. Par exemple, ma rémunération, c'est 1 mois et demi en fonction de mes résultats. Et ce que je dis aujourd'hui en France, au ténor magistral, que n'a pas fait la Suède quand elle a dressé la barre, c'est qu'il faut mettre des missions à des gens qui soient fonctionnaires ou pas. Peu importe, voilà, vous avez une mission de 4 ou 5 ans, vous avez des objectifs. Si vous les remplissez très bien, si vous les remplissez pas, vous êtes viré. Je dis ça à mes collègues, ils me foutent, etc. Non, là on s'en sort, je peux vous dire que du jour où on a mis des objectifs au directeur de caisse, comme par hasard, il y en a qui se sont motivés. Moi j'ai des objectifs de réduction du nombre de boîtes de médicaments, ça va aussi sur le management de la publicité téléphonique qui sont répondues en moins de 30 secondes, etc. Enfin, tout ça, ça fait qu'à un moment, on responsabilise l'individu. Vous voyez ce que je veux dire? Même si à la clé, il n'y a pas du profit, c'est la grande différence avec l'entreprise, ça je vous l'accorde. Donc c'est faisable. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'aimerais du coup vous entendre et obtenir des témoignages parmi vous. Mesdames, on vous entend peu. Témoignages parmi vous sur votre entreprise et la santé de vos salariés, la santé de vos collaborateurs, et notamment sur la prévention. Avez-vous de ce point de vue des témoignages à nous apporter? Peu. Je vais me poser ma question autrement, je vais l'élargir encore. Oui, je vais vous donner la parole, mais je peux l'élargir encore. Est-ce que la santé dans votre entreprise est pour vous une véritable préoccupation? Je vous donne la parole dans un instant. BMW en Allemagne, étant acquis le vieillissement de la population, a une usine pilote où seuls les plus de 55 ans travaillent. Ils travaillent avec des aménagements ergonomiques exceptionnels, des parquets flottants qui assouplissent les chocs pour l'ensemble des articulations des membres inférieurs, des ergonomies pour les membres supérieurs, de telle sorte que le savoir-faire reste, s'améliore encore, et que BMW est sûr, dans les 15 ans, de pouvoir encore compter sur ce personnel-là. Sans quoi, il ne sait pas où sera la relève. En tous les cas, c'est leur souci actuellement. Je vous passe la parole.
Oui, ça rejoint exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'impression que les salariés, enfin peut-être l'ensemble de la population, je ne saurais pas dire, n'a pas forcément conscience de, entre guillemets, la fragilité de son corps, et que c'est un capital. Et c'est aussi un capital pour l'entreprise, évidemment, par transitivité, je dirais, des ressources. Donc nous, on a mis en place, de manière un peu volontaire, enfin disons, basée sur le volontariat bien sûr, mais à l'initiative des salariés, entre midi et 2, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait qu'à ce moment-là où l'entreprise avait vraiment une fonction possible, donc des cours de sport. Après, ils ont voulu faire du yoga. Après, ils ont aussi la méditation. On a du massage assis. Donc, je précise hors du temps de travail, mais quand même dans le cadre de l'entreprise est proposé. Donc, ce que je dis là n'est pas du tout original. Ça ne couvre pas du tout l'ensemble du personnel. Ça a juste un objectif, c'est de montrer que l'entreprise, enfin l'organisation de l'entreprise, se préoccupe de la santé de ses salariés au sens d'un capital qui est à préserver. C'est une petite initiative, mais elle a le mérite d'exister. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y en avait un ici, et puis ensuite vous, madame. Moi, c'est beaucoup plus négatif. Gilles, c'est par rapport à la santé obligatoire, j'en peux parler à la médecine du travail. L'expérience que je peux en avoir est assez désastreuse. Je prendrai un seul exemple. La médecine du travail a mis 5 ans pour s'apercevoir d'un problème d'un salarié qui ne lui avait jamais rien dit. Au bout de 5 ans, il est devenu inapte. Et pendant tout ce temps-là, il a fait son boulot en étant un danger public. Je l'ai appris après 5 ans. Voilà. Merci beaucoup, madame. Marie-France, je suis directrice d'une clinique privée. Alors, bon, peut-être parce que mon entreprise est tournée vers la santé, pas forcément sur la prévention, mais enfin on essaie d'en faire le maximum. Ce que je voulais dire, c'est que toutes les entreprises, on a des obligations en termes de médecine du travail, vous m'avez pris un peu ce que je voulais dire, mais on a le CHSCT qui est obligatoire, on a les évaluations des risques professionnels, on a eu des lois qui sont sorties il y a quelques années. Donc c'est vrai que, bon, quelle que soit la taille de l'entreprise, on a des obligations. On les gère, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, on peut aussi passer à côté, mais enfin je pense que ce n'est pas notre intérêt. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'au sein de notre entreprise, souvent le CHSCT, d'ailleurs, il prend, enfin, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, il a pris de plus en plus d'importance, plus que par exemple les comités d'entreprise ou les réunions de délégués du personnel. Je pense que demain, ce sera vraiment cette organisation qui aura plus de... Enfin, pas qui nous embêtera le plus, mais il faut vraiment travailler avec eux. Ils sont formés, ils ont pris beaucoup d'importance. C'est vrai que les troubles musculo-squelettiques dont vous avez parlé, ça peut être très embêtant pour nos entreprises quand on a des salariés, et pourtant je suis dans une clinique, on va se dire mais pourquoi ils sont... Enfin, nos infirmières, nos sages-femmes, quand on soulève des gens, des poids au bloc opératoire, enfin bon, elles sont soumises à des risques. Ça entraîne des maladies professionnelles qui sont non négligeables et avec des conséquences financières. Moi, je ne suis pas une philanthrope, hein, je sais ce que je dois faire à la fin du mois et payer mes salariés. Et je pense que c'est très important de s'occuper de la santé de nos salariés. Alors nous, bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place aussi en parallèle un petit peu pour le côté fun, mais bon, je pense que ça fait partie de l'ambiance aussi du travail. Par exemple, nous, on a du toucher massage, ça s'appelle, avec des huiles essentielles, je vous dis ce que vous disiez. Donc nous, c'est pendant leur temps de travail, hein. Bon, voilà. Pendant leur temps de travail, elles peuvent aller se faire masser. On a une infirmière qui a passé un petit diplôme et 2 infirmières qui le font bien volontiers. Comme elles sont sympas, elles viennent me voir même dans mon bureau, quelquefois, pour me dire « Madame Gaucher, vous n'auriez pas besoin de 10 minutes ?» Je dis « C'est bon, on verra ça tout à l'heure. » Et je pense que c'est important. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'aimerais revenir vers vous. Ce bien-être supplémentaire ou cette prévention que vous mettez en place, est-ce déjà quantifiable, ne fût-ce que dans l'état d'esprit général du groupe au travail? Ce que je peux vous garantir, c'est le niveau de tension après le cours de fitness ou de méditation. Donc on a une salle d'administration des ventes, qui n'est pas aussi grande que ça, hein, mais il y a quand même pas mal de monde. Et on sent le niveau de tension, la façon dont les gens communiquent, qui est beaucoup plus faible l'après-midi que le matin. Donc, bon, pour les gens qui font du sport, savent bien que le sport est un moyen d'éliminer les tensions, sauf que dans la vie d'un salarié lambda,
quand ils sortent du travail, surtout le personnel féminin, ils commencent leur deuxième journée avec les enfants, etc., sont pressés de rentrer. Et donc, finalement, on a un pourcentage de femmes beaucoup plus élevé que d'hommes en fait, à participer à ce type d'action. Bon, il n'y a pas de prosélytisme, on fait pas de... on n'essaye pas, disons, de s'immiscer dans la santé des gens, c'est plutôt un signal donné aux individus. C'est vrai que, objectivement, sur l'absentéisme, on n'a pas vu d'indicateurs particuliers et on est une entreprise trop petite puisqu'on n'est que 130, donc on n'a pas statistiquement un relevé. Il faudrait le faire comme avec la CPM sur sans doute un effectif beaucoup plus grand pour se rendre compte. Merci beaucoup. En tous les cas, il y avait tout d'abord monsieur, puis ensuite j'ai bien noté. C'est une information que je voulais compléter par rapport à ce que disait monsieur. En 1820, Frédéric Bastiat écrivait dans la loi ce que l'on voit et ce qu'on ne voit pas, qu'un système comme l'assurance ne pourrait pas marcher à partir du moment où les hommes n'étaient pas responsables. Et donc je vous invite fortement à le lire, et vous verrez que ce que nous avons créé ne peut pas marcher si on non seulement s'en occupe pas, mais si les gens ne sont pas proprement responsables. 1820. Je vous en prie. Juste votre voisin. Présentez-vous. Voilà, Daniel Gardin. Nous, chez nous, dans notre entreprise, on a mis une prime pour les gens qui arrêtaient de fumer. Décrivez votre entreprise vite. C'est une entreprise d'électricité électroménager. Combien de salariés? Énergie renouvelable. Combien de 20 salariés? personnes. Parfait, allez-y. Voilà. Et on a mis une prime pour les gens qui arrêtaient de fumer. Et on en a eu 5. Voilà. Et après, on leur paye aussi des séances de shiatsu, pour ceux qui veulent. Alors pour nous, le shiatsu, pour moi, c'est aller voir un magicien. Ça leur fait surtout du bien dans la tête. Mais ça marche très, très peu. D'accord. Mais 5 personnes sur 20 ont arrêté de fumer. Oui. Capital à l'intérieur de l'entreprise, ça a changé quoi? Pour eux, bien sûr, mais pour l'entreprise. C'était surtout pour la santé. Et puis alors, pour montrer qu'ils allaient aussi gagner beaucoup de l'argent, je leur avais pas scoré. Voilà. Et leur montrer qu'avec ça, ce qu'ils allaient économiser, ils pouvaient partir à voyager. Je pose ma question autrement. Le regard des autres salariés vers eux qui ont fait cet effort-là. Ben, il y en a un, il est venu me voir, il m'a dit, moi je vais commencer à fumer, et j'arrêterai après, bien sûr. Bon, il y a toujours le truc pervers, quoi, bien sûr. Moi, je dis, après toi tu fais comme tu veux. Après, il y a celui qui m'a dit, moi je vais arrêter, je recommencerai plus tard. Alors, je lui ai dit, on va mettre une chose de point, si tu recommences, tu nous rembourseras. Bon, voilà. Après, c'est un jeu aussi. Et après, il y en a un, il m'a dit, toi tu bois, moi mon plaisir c'est de fumer. Moi j'ai bien sûr, c'est toujours pareil, c'est les jeux. Voilà. Mais ça a quand même marché, puis ça permet aussi de leur montrer qu'on est intéressé. Après, l'entreprise est bien sûr gagnante. Bien sûr. Je vous en prie, monsieur. C'est compléter ce qui a été dit, qu'effectivement on parle beaucoup de santé au niveau physique, mais je pense en tant qu'entrepreneur, on a aussi un devoir et un rôle de santé psychologique, et on doit mettre nos salariés, nos cadres, dans les meilleures conditions psychologiques qui entraîneront de toute façon une bonne santé physique, et on s'y retrouvera. Donc c'est des choses très simples concernant à notre niveau. Donc on est 42 personnes, et tous les vendredis matins, chacun notre tour, donc moi, le patron également, on fait un petit déjeuner. Chacun amène ce qu'il veut, ses gâteaux, des chocolatines, etc., qui créent, on va dire, une ambiance entre différents services. Et je précise que c'est payé. Donc ils n'ont pas à récupérer ce temps de travail où on perd entre 20 minutes et une demi-heure. Mais ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est que ça crée un certain lien entre différents services qui ne sont pas habitués à travailler ensemble, de la logistique au marketing, à la comptabilité, etc. Donc c'est toujours intéressant, de mettre nos salariés dans les meilleures conditions psychologiques et d'ambiance, où encore une fois on retrouve un absentéisme beaucoup moindre que quand on applique une discipline de faire. Et naturellement, il faut en face de nous aussi des salariés, des cadres qui jouent le rôle. Mais en principe, si l'entrepreneur montre l'exemple, il n'y a aucune raison que ça ne suive pas jusqu'en bas, entre guillemets. Super. Merci beaucoup. C'est une autre dimension de la santé d'un groupe dont vous parlez là, c'est précisément son confort au travail, l'atmosphère au travail, la bonne ambiance au travail, et donc toutes les initiatives éventuelles
qui sont prises pour pouvoir réguler, améliorer cet aspect-là. Je me retourne une dernière fois vers vous, si vous le voulez bien. Voici ici donc une petite centaine de chefs d'entreprise. Ils vous ont dit à la fois leurs préoccupations, leurs essais, également leurs premières tentatives. Vous, que leur dites-vous très concrètement? Ce que je leur dis concrètement, c'est que Bismarck, il a inventé les assurances sociales. C'est pas quelqu'un qui était très orienté dans le social. C'était pour préserver la force productive des salariés. Et ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez compris, c'est qu'il y a une force productive, il faut la préserver. Et ce que je voudrais dire, c'est concrètement, c'est l'assurance maladie. Si je dis que c'est une assurance santé, c'est que ça ne doit pas se contenter de rembourser, ça doit vous aider à faire les choses. Donc tous les ateliers santé active que je fais, il faudra qu'on les amène dans vos entreprises. Parce que pour l'instant, c'est vous qui payez, mais peut-être que ce que vous attendez de l'assurance maladie, ce que vous cotisez pour vous, en tant que patron, et pour vos salariés, c'est qu'on vous apporte un service. On vous apportera notamment un service également qui sera du coaching en ligne sur Internet, que je suis en train de développer aujourd'hui, qui sortira au printemps. Et là, tous les gens pourront y accéder en France, à condition qu'ils soient assurés dans le monde entier. Parce que c'est Internet, mais là, en l'occurrence, pour être assuré social. Donc, ce que je leur dis, c'est continuez comme ça, parce que vous allez gagner beaucoup plus que vous l'imaginez en vous préoccupant de la santé de vos salariés. Voilà. Mais encore une fois, moi, je crois que c'est le rôle de l'assurance maladie. Mon boulot de directeur de caisse, c'est pas de rembourser des soins, parce que ça, n'importe quel abruti pourrait le faire, à la limite. C'est vraiment que les gens soient en bonne santé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, un rendez-vous en ligne. Un rendez-vous en ligne qui vous est donné pour avoir un pack d'initiatives éventuelles à prendre en entreprise. Heinz Wiesmann, l'homme est décidément très complexe et plus encore la santé d'un groupe. C'est la dette, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère. Vos réflexions. Enfin, je veux rebondir sur la notion de santé active qui résonne d'ailleurs avec celle de responsabilité. C'est prendre en main plutôt que d'aller mal pour ensuite se faire soigner. Eh bien, il y a un concept qui se développe actuellement dans les unités de soins palliatifs en fin de vie. Les médecins et les personnels soignants réfléchissent évidemment sur la bonne attitude à adopter à l'égard du souhait des mourants de mourir. C'est un grand débat de société actuellement. Et émerge un concept qui doit vous parler, c'est d'être entrepreneur de sa propre vie. Or, se préoccuper de sa propre santé et le faire sur le modèle de l'entreprise, je trouve que c'est extraordinairement parlant. Je ne vis pas simplement pour m'adapter aux circonstances, je vis aussi pour que je sois celui qui fait de sa vie ce qu'elle doit être. Et ce lien m'apparaît à travers la notion santé active et aussi à travers la notion de responsabilité. Et si on étend cette problématique de la responsabilisation, de la prise en main de soi, eh bien, on va trouver toute une gamme de réflexions qui conduisent à, qui incitent à transformer l'approche essentiellement passive qu'à travers le principe d'assurance, nous avons adopté à l'égard des risques de la vie. Or, les risques, ce n'est pas seulement la santé, c'est aussi tout ce qui nous démotive quand nous sommes ensemble pour travailler. Il y a là un problème de santé mentale ou affective. Donc, si on étend maintenant les deux paradigmes, je me limite à ça, on a un paradigme qui est celui de l'assurance, qui est apparu au XIXe siècle et qui a dérivé vers la déresponsabilisation partagée. Et puis, vous l'avez rappelé, au tout début de cette mutualisation des risques et des gains aussi, des capacités et des incapacités, il y avait une réflexion sur la nécessaire responsabilité pour que l'assurance ne dévisse pas vers ce gouffre financier qui est aussi un gouffre humain. Alors, l'autre paradigme, c'est, et j'aime beaucoup cette expression, c'est d'être entrepreneur de sa propre existence ou de sa propre vie. Ça implique un vrai problème pour la fin de la vie. Qui décide de l'instant de la mort? Là, quelque chose se joue bien au-delà des convictions qui peuvent être celles des uns et des autres, parce que c'est un paradigme, c'est un modèle. Je connais, je termine là-dessus, des services dans lesquels les médecins ont le choix entre s'occuper de la personne malade en fin de vie, en tenant compte
de ses aspirations ultimes, qui peuvent aussi être de mourir. Et puis des médecins qui songent aux survivants et qui soignent tel ou tel organe dans la perspective de pouvoir le prélever une fois la mort est advenue. Voilà les vrais problèmes de société qui se greffent sur celui de la santé. Merci beaucoup, Heinz. Jean-Marie, tu voulais réagir. Jean-Marie, je voulais attirer l'attention des entrepreneurs ici réunis sur un élément, et je fais référence à un capital historique, comme on nous a incité à le faire hier. Vous avez une activité, l'activité mutualiste, qui est une activité très importante dans ce domaine-là. Frédéric Bastiat disait « La meilleure façon de produire de la richesse, c'est le système libéral, mais il a des conséquences sur l'homme qu'il faut corriger par des activités ou par la mise en place de systèmes de protection, dont la mutualité, dont la mutuelle. » Et Frédéric Bastiat avait créé la mutuelle de Mugron dans les Landes, qu'il a présidé longtemps, et j'ai eu l'honneur de lui succéder avec quelques années d'écart. Le système mutualiste, c'est celui qui a donné les assurances sociales que nous connaissons aujourd'hui, mais le principe mutualiste, c'est l'homme bien dans sa vie. Donc c'est beaucoup plus large que la santé. Ça veut participer à l'épanouissement de la personne, à l'ouverture, etc. C'est très différent du système de l'assurance, ça n'a rien à voir avec ça. J'attire votre attention là-dessus. Le système mutualiste existe toujours, il a du mal à vivre en ce moment, il a d'énormes difficultés, ça coûte de plus en plus cher, c'est très difficile, mais il tient le coup, et soyez attentifs aux personnes qui ont l'état d'esprit mutualiste dans votre entreprise, privilégiez la mutualité par rapport aux assurances, dans la mesure où elle est vécue, où elle implique les personnes, où elle les responsabilise. C'est un très bel acquis historique de notre pays. La mutualité s'est développée à partir de 1820 par compensation à la révolution industrielle, à l'arrivée des machines, etc. Tout ça pour équilibrer, pour permettre à l'homme de s'épanouir et de fonctionner dans l'entreprise. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je tente de faire un point sur 1h20 à peu près d'échange. Nous sommes partis de l'État et nous avons dit, la première mission, vous avez dit, la première mission, c'est la sécurité et la protection. Deuxième mission, c'est également enseigner l'entrepreneuriat. Juste avant cela, on était parti sur sur une bousculade en disant nous sommes, nous, entrepreneurs, obligés d'être en infraction constante. Et c'est là où Heinz avait ajouté, attention, un système doit à la fois réguler, mais aussi libérer les initiatives. S'il régule trop, il étouffe. S'il ne régule pas assez, il étouffera de toute façon. S'agissant de l'économie, nous sommes arrivés à la conclusion qu'à la fois, il y avait des choses qui s'enseignaient. Et, sortir de et conduire vers, et d'autre part, certaines choses qui ne s'enseignaient pas, mais qui se partageaient, ou en tous les cas, vers lesquelles vous aussi, entrepreneurs, vous aviez une responsabilité. N'oubliez pas le témoignage du jeune élève ingénieur, vous disant « Permettez-moi de rêver ou d'avoir un rêve », également celui de Jérémy, « Donnez-nous envie, ne nous assommez pas avec des systèmes de production, permettez-nous aussi de comprendre comment, humainement, vous en êtes arrivés là. » S'agissant de la santé, elle est un capital économique, à la fois avec des enjeux nationaux, mais avec des enjeux entrepreneuriaux. Certains, ce capital économique, protégez-le. C'est vrai que là-dessus, l'État ne vous a pas beaucoup aidé, mais des initiatives ici sont présentes, elles arrivent. C'est-à-dire, j'ai bien retenu la phrase, la sécurité sociale vous doit quelque chose, au minimum des conseils, pour pouvoir préserver ce capital que vous avez dans le groupe de travail que vous animez. Vous aurez donc bientôt un lien en ligne, si j'ai bien compris, avec un certain nombre de conseils, et espérons que vos initiatives puissent arriver très concrètement, très vite, au sein des entreprises. Vous avez vu que sans attendre, un certain nombre d'entre vous avaient déjà développé, de ce point de vue, des initiatives. Maintenir ou accroître le potentiel de santé, ou le potentiel de santé de votre groupe de travail,
Cela veut dire aussi en prendre la mesure, et là ça va être compliqué, c'est précisément la question que je vous posais, est-il aisé de mesurer ce qui ne nous a pas atteints? Ça va être compliqué, sauf à avoir un groupe témoin, ce que vous aviez fait dans vos premières expériences, qui vous permettait d'avoir un différentiel. Ici, vous avez dit, il est certain que l'après-midi, la tension baisse. Ce n'est pas vrai le matin. Nous allons faire un break. 10 minutes max, je vous en prie, soyez précis. 10 minutes max, il n'y a pas de café, il n'y a rien du tout. Vous vous aérez, vous revenez, on continue. Respirez. On a déjà pas mal parlé. J'aimerais, si vous voulez, inverser les vocables et parler de l'univers de l'homme. Et revenir sur l'un des aspects de la santé que nous avons escamoté tout à l'heure, et qui est la santé de vous, chef d'entreprise. C'est-à-dire comment gérez-vous, vous, votre capital santé. J'aimerais vous entendre là-dessus, étant entendu que vous êtes, vu de l'extérieur, des bureaux de travail, vous vous levez tôt, vous terminez tard, vous avez également des actions associatives, vous êtes engagé dans le tissu social qui vous entoure. J'aimerais vous entendre comment gérez-vous, avez-vous une attention particulière sur votre capital santé? Témoignage. Je vous écoute. Il y en a? Il n'y en a pas? Oui? Oui, je vous en prie. Oui, question. Oui, donc je suis à l'APM depuis 25 ans et on a créé l'APM à l'époque pour former le chef d'entreprise. Parce qu'on formait toujours les cadres, on formait toujours les employés, on formait toujours les ouvriers. Et puis le patron, l'entrepreneur, il était toujours laissé pour compte. On ne prenait jamais le temps de se former en fin de compte. Peut-être parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas besoin, qu'on avait la science infuse ou je ne sais pas quoi. Enfin, ce n'était pas dans l'air du temps de se former. Et l'APM a servi à ça, entre autres, et à participer à notre ouverture d'esprit. Et en ce qui concerne la santé, là tout à l'heure, on a parlé de santé, on a parlé des caisses sociales, etc. Et on parle toujours de la santé de nos employés. Mais l'entreprise, elle dépend beaucoup de la santé de celui qui est à la tête, hein, de celui qui est aux manœuvres, c'est-à-dire de votre santé. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas non plus, parce que, comme tu disais, on bosse tout le temps, on se lève tôt, on se couche tard, on bouffe aussi, on est un peu excessif quelquefois, dans tous les sens, toi aussi. Et donc on n'y pense pas. Bon, moi, je bosse depuis 44 ans et demi, bientôt 45, à la tête de l'entreprise, et je fais partie du lot. Et moi, je suis arrivé dans l'entreprise à 72 kilos, je suis arrivé à 120, et depuis 3 ans, j'ai pris un peu conscience qu'en vieillissant quand même, j'ai 61 ans maintenant, qu'il fallait que je fasse quelque chose, et j'ai mon fils qui prend la suite là, il est à plus de 100 kilos aussi, là, et donc j'ai dit, merde, comment il faut faire donc, pour transmettre, et donc j'ai dit, il faut que je donne l'exemple, et donc j'ai perdu quand même 35 kilos, je fais du sport tous les jours, etc. Donc je prends un peu sur mon temps, au lieu d'arriver à 6h30, 7h du matin au boulot, j'arrive à 8h, mais à 5h du matin, je suis debout, je marche, et je fais de l'activité. Et finalement, au niveau efficience, je me rends compte que c'est aussi bien et que j'arrive à faire mon boulot de la même façon et à régler les problèmes peut-être beaucoup plus sereinement et beaucoup plus clairement qu'avant. Puis porter ce point en moins, ça facilite la vie. Donc je vous engage, avant de parler de la santé, de faire des cours de je ne sais pas quoi pour vos employés, de le faire pour vous, hein, de vous prendre en compte, parce que l'exemple, ça compte aussi. Et les gens vous verront et ils diront, tiens, mais si le vieux il fait ça, ou si le patron il fait ça, peut-être que c'est pas bête et je vais essayer. Moi, je vois qu'il y a des gens chez moi qui maintenant se mettent à faire du sport, à marcher, font ci, ça, et puis ça change un petit peu. Bravo. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres témoignages du même ordre ou approximatif? Non. Dans ce cas-là, je poursuis toujours sur l'univers de l'entrepreneur. J'aimerais comprendre ce que vous avez en tête, ce que vous avez au cœur. Pourquoi êtes-vous devenu entrepreneur? Pourquoi l'êtes-vous devenu et pourquoi le restez-vous? Je veux vous entendre là-dessus, clairement. Pourquoi? Ici, vous avez réfléchi là-dessus, vous y avez répondu, vous avez un certain nombre de points très clairs qui ont été émis, mais j'aimerais vous entendre. Témoignage. Pourquoi êtes-vous devenu entrepreneur? J'aimerais vous entendre. Alors, Daniel, le Badour, tout à fait simplement, c'est parce que je n'étais pas capable de faire autre chose. Et j'ai une anecdote de l'entreprise. Mon associé à qui j'ai transmis des parts, qui est mon fils professionnel, puisqu'il est chez moi depuis 28 ans, à un certain moment, j'avais pensé de transmettre l'entreprise à 2 personnes. Donc il y avait lui qui s'était formé dans l'entreprise et il y avait un ingénieur.
Lui m'a dit, ok, je pars avec toi, et l'autre m'a dit non, parce que avec mes diplômes, je peux faire autre chose, je peux rentrer dans un grand groupe. Je suis devenu chef d'entreprise par défaut, mais ça m'a réussi. Quoi d'autre? Je vous écoute. Autre... Thierry. Oui, je vous en prie. Pierre. Oui, bien. Écoutez, moi, je suis tombé dans le marmite tout petit. Comme tu disais, l'éducation. Mon père était fils d'ouvrier. Oui, mais il faut y rester. Il faut y rester. Migré. J'ai vu depuis tout petit, il partait dans tous les sens. Il y a des expériences qui avaient l'air assez palpitantes. Bon, des fois, il était un peu blanc le soir, mais. Et puis, tout simplement, après, je sais pas, tu as le virus, tu ne te poses pas la question. Alors maintenant, je commence à me poser un peu les questions, hein, ça se voit. Et je ne peux pas m'empêcher parce que c'est une drogue. Et que cette drogue, c'est apprendre. Donc après, ce qui est un peu atypique, c'est que chaque fois que j'ai fait quelque chose, je veux faire autre chose. Parce que c'est l'école de la vie. On apprend beaucoup plus, clairement, dans nos expériences, que ce qu'on a appris à l'école. Même si on apprend des choses potentiellement intéressantes. Mais je me dis, chaque fois qu'on accumule une expérience, on accumule un savoir, qu'est-ce qu'on peut faire de ce savoir? Puisque notre capital, c'est quand même le savoir. Le nôtre et ceux des autres. Donc c'est exponentiel. Voilà. Plus j'ai une expérience, plus je veux la confronter au futur. Je suis tombé dans la marmite étant petit, je suis devenu chef d'entreprise par défaut. Autre témoignage, j'en ai un dernier, un troisième. Pourquoi êtes-vous devenu chef d'entreprise? Je vous en prie. Santiago, arrobase. On est plusieurs ici à avoir repris des entreprises familiales et quelque part on a été programmés. Et comme ça pourrait paraître un peu bizarre, quoi. Mais a posteriori on se dit tiens, merci de nous avoir programmés, quoi. Voilà, on est devenu chef d'entreprise un peu. On a choisi, mais. Vous avez choisi quoi? De le devenir, mais on a été un peu programmés quand même, quoi. Je pose ma question autrement, où j'ajoute un ingrédient dans la question. La liberté qui consiste à construire son destin, sa destinée, est-ce une dimension essentielle de votre statut et de votre vie? Clairement. On a beaucoup fustigé l'éducation, chacun sa propre expérience. Moi, je suis un produit de l'ascenseur social, hein, mais mes parents étaient chefs d'entreprise, artisans. J'ai fait des études, donc j'ai travaillé dans un grand groupe, je travaillais dans la finance. On est quelques-uns dans ce cas-là. Avoir une expérience qui fait que, on est peut-être programmé, comme disait Santiago, mais il y a une question à la fois de maturité et d'opportunité. Je veux dire, on le devient. Après, on passe le cap ou pas. Il n'y a pas de jugement à avoir sur le courage ou pas, mais je pense que l'expérience que l'on a accumulée, une expérience personnelle, parce que c'est un choix, on parlait de faux responsable, c'est à un moment le choix de prendre son destin en main et d'avoir une action positive sur les événements. Et ce choix-là, il implique, vous implique personnellement, il implique votre famille, il implique les gens dans l'entreprise pour qui vous actionnez quelque part leur destin à travers le vôtre. Et je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre dans la vie. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a un creuset entrepreneurial, familial, c'est peut-être la typologie des entreprises familiales qui fait ça. Je crois qu'il faut être très humble par rapport à ça et essayer d'aller le plus loin possible. Et est-ce qu'il faut transmettre cette dimension patrimoniale? Je crois que la seule chose que l'on est, je dirais, à faire sur cette terre, c'est de donner. Donc donnons l'expérience, prenons celle que, je dirais, nous avons reçu en héritage pour ensuite la transmettre, ne serait-ce que l'envie. Pour moi, de mon côté, elle est déterminante. Je l'avais, je l'ai prise, on verra. Merci beaucoup. Si je reformule, vous considérez votre statut d'entrepreneur comme étant celui d'un passeur. Vous avez reçu quelque chose en héritage et dites-vous, mon rôle ici sur Terre est de donner à mon tour. Parfait.
l'envie, le patrimoine, etc. Madame, je vous écoute. Eh ben, c'était justement là-dessus, c'est de transmettre. Hein, ce qui m'anime, ce qui fait que j'ai toujours entrepris dans différents domaines, au niveau de différentes structures, et là en dernier en libéral, c'est de transmettre. Que ce soit à des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des dirigeants, que ce soit des salariés. Et ça, c'est que du bonheur de voir les yeux qui pétillent et de permettre à des personnes de vivre des expériences, de faire l'expérience d'une compréhension différente de certains cadres dans lesquels, en effet, nous sommes éduqués, nous sommes formatés, et faire vivre des choses qui soient différentes pour ouvrir, pour comprendre autrement. Et c'est sûr que c'est des choses certainement que des mentors m'ont transmis, et c'est le grand bonheur que j'ai de pouvoir continuer à transmettre. Il y avait encore un témoignage, Jérémy. Nous sommes partis, je vous ai interrogé sur ce que vous aviez dans la tête. Nous sommes dans l'univers de l'entrepreneur, sa santé d'abord, et puis maintenant votre capacité, non pas à vous remettre en question, mais à savoir où vous êtes pour pouvoir progresser. Vous m'avez dit, je suis devenu chef d'entreprise par défaut, mais j'adore ça et chaque expérience est exponentielle et m'entraîne vers le futur. C'était papa déjà, je l'ai suivi, j'ai été programmé, je l'en remercie. Je suis là pour donner et transmettre, je suis un passeur, je suis là pour transmettre, ajoutez-vous Madame Jérémy. Alors moi je n'ai pas créé, bien sûr, parce que je me légume dans l'éducation nationale. Mais je me pose toujours cette question, c'est quand je vais sortir là, parce que je sais un truc, c'est que je ne terminerai pas prof à l'Estia. Bon, je vous rassure, les premières, deuxième année, si vous voulez me supporter, je vais rester encore 2 ans, je pense. Mais je sais que je ne veux pas terminer pour une simple et bonne raison, c'est que la routine s'installera, et quand la routine s'installera dans mon métier de prof, je tomberai dans les travers que je décris aujourd'hui. Et donc je veux surtout changer de... Et puis j'ai eu des tentatives, j'ai eu des appels du pied, j'ai gagné des concours de création. Et ma question que je vous pose à vous, entrepreneurs, c'est y a-t-il un bon moment? Alors on a donné des conseils aux petits jeunes, ils ont un peu de temps, voilà, c'est qui gamin pour créer leur boîte. Par contre, des gens qui ont fait un peu de vie professionnelle différente, qui ont touché un peu à d'autres aspects, y a-t-il un bon moment? C'est-à-dire, moi je me pose la question, voilà, les 24 heures, je sais très bien que pour faire vivre un truc comme ça, il faudrait créer une entreprise dédiée à ça pour l'exploitation, et il y a du potentiel énorme. Je vous ai dit que j'ai gagné des concours, et une idée que j'ai sortie il y a 10 ans est en train de ressortir avec un industriel il n'y a pas plus tard que 15 jours, donc je suis toujours en train de me dire à quel moment il faut que je sorte. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que vous allez me dire mais non, tu as perdu ta puissance, elle est passée, elle est derrière toi? Ou au contraire, attends un petit peu. Voilà, voilà, je me dis, pareil, je voudrais bien changer de femme un jour, mais je me dis, plus j'attends, plus ça va être difficile. Donc, j'aimerais des conseils. Bon, quand est-ce le moment? Quand dois-je saisir cette opportunité? Question directe. Quand doit-on, y a-t-il un âge pour devenir entrepreneur? Y a-t-il un âge pour créer sa propre entreprise? Je vous écoute. Un conseil. Il faut le faire aujourd'hui, jamais remettre à demain. Pardon? Il faut le faire aujourd'hui, jamais remettre à demain. Non, il faut le faire quand on le sent. Il n'y a pas d'âge ni d'époque. Je disais hier, mon père a créé en 61 sa boîte. Et quand il a annoncé ça dans la famille, tout le monde disait c'est pas le moment, il faut le faire après-guerre, c'est trop tard, il va rester chez Turbomeca, patati patata. Et le jeune là me disait ouais, mais vous avez débuté par les 30 glorieuses, c'était facile, etc. Mais mon cul, c'était pas facile dans les années 60. Moi j'ai débuté en 68, en avril 68. Et 73, etc. Ça n'a jamais été facile, ça n'a jamais été le bon moment, ça n'a jamais été le mauvais moment. Donc, le moment, c'est quand tu es mûr, tu y vas, point barre. J'ai une toute dernière question s'agissant, merci beaucoup pour vos témoignages. Ça te satisfait, Jérémy? J'ai une dernière question, s'agissant de votre niveau. Vous avez dit, pour la plupart d'entre nous, nous avons reçu cette entreprise, nous ne sommes pas les fondateurs, c'est la génération qui nous a précédés. Question, est-ce un avantage que d'avoir ainsi une entreprise familiale, ou est-ce un frein, étant entendu la fidélité que vous avez à la génération fondatrice, qui pourrait très bien, du coup, rien que dans votre tête, agir comme un frein et vous empêcher un certain développement ou la saisie de réelles opportunités? Gérard Valdin, fermeture Henri Berrichou. Alors ça tombe bien parce que je ne suis pas créateur de l'entreprise. Certains ici, comme Christian, connaissent bien non seulement d'où je viens et où je suis aujourd'hui.
j'ai la chance d'avoir pu reprendre une entreprise familiale à forte culture et très très intéressante de ce côté-là. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est un frein? Pas du tout. Je suis devenu entrepreneur par le fait est qu'à un moment donné, cette entreprise était à vendre. J'ai mis autour de la table mes collaborateurs proches et mes cadres, et j'aurais dit, si vous voulez, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse, ou sinon, il faudra faire plus tard ou différemment. Et c'est une très belle aventure depuis 94-95, parce que c'est avec 10 cadres et 10 proches que nous avons repris cette entreprise familiale, que nous battons tous les jours pour garder cette culture familiale, d'approfondir les valeurs vraiment verticalement que sont ancrées dans cette entreprise. Et mon principal objectif aujourd'hui en tant qu'entrepreneur à 54 ans, c'est de surtout ne pas louper le passage de témoin, avoir la bonne personne qui court devant et lui donner correctement ce foutu bâton. Oui, il y a encore un témoignage, merci beaucoup. Vous vous présentez? Je reste ici. Peut-être tu vas parler comme ton fils. Jean-Michel, alors pour moi qui est l'entreprise familiale dont j'ai hérité, je crois que c'est clairement un frein. C'est clairement un frein d'être héritier, de ne pas être créateur, en ce sens qu'on est à la tête de quelque chose qu'on nous transmet et on ne risque pas que sur sa propre valeur. On risque un capital transmis, et donc quelque part on a un poids sur les épaules de l'échec. Le risque de l'échec pèse plus, à mon avis, que si on est réellement créateur, et finalement on ne risque que sur soi, alors que là on risque sur un patrimoine familial, on risque sur plus que soi-même. Et donc pour moi c'est clairement un frein. Merci de votre témoignage. Oui, madame. Bonjour, Patricia, je suis la fille et la petite-fille d'entrepreneurs. Mon grand-père est arrivé en France en 1936, où il a monté un négoce en matériaux. Il a subi 2 faillites, donc les 30 Glorieuses, c'était pas si facile que ça. Et mon père a pris la suite et est un très grand entrepreneur, à mon sens, évidemment, je l'admire beaucoup. Et je suis venue le rejoindre il y a 6 ans, où on a monté une petite société, enfin, où j'ai continué sa société de l'aménageur lotisseur. Et pour moi, c'est un frein, parce que j'ai du mal à entreprendre, je sais qu'il est à mes côtés, et j'arrive pas encore à déployer mes ailes, parce que je suis un peu encore dans l'ombre. Pardon. Mais il faut le tuer, je suis d'accord. Il faut le tuer symboliquement, il faut que j'arrive à le tuer, et évidemment. Mais il s'échappe tout seul, quoi. Il va me laisser me déployer. Il l'a fait avec mon frère qui, lui, a repris la société de négoce en matériaux. Et la seule façon pour que mon frère puisse s'épanouir, et moi, pour que je puisse le faire, c'est que justement, ils se mettent de côté, mais vraiment de côté. Et je pense que c'est un frein parce qu'on a la responsabilité de la transmission et de surtout pas gâcher cet héritage qu'on a reçu. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas être à votre place. Par l'accélérateur, faites attention à vous. Pourquoi la question déjà? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Félicitations. Je vais poser ma question de façon différente. Est-il agréable de diriger une entreprise que son père a fondée? Déjà, donc on travaille dans le même espace, on travaille sur le même projet, mais c'est lui qui l'a initié, et donc c'est lui qui en détermine la vitesse et le cap. C'est tout à fait normal. Où trouver sa place? Très difficile de trouver sa place quand on passe derrière une personnalité. Mais bon, aujourd'hui, il me la laisse puisqu'il est handicapé. Donc voilà, c'est le moyen qu'il a trouvé. Il reste à la maison parce qu'il a les béquilles. Mais non, mais trêve de plaisanterie, non, c'est pas facile tous les jours. Le poids qu'a cité Jean-Michel de la reprise, d'assumer les emplois, etc. Je pense aussi qu'une entreprise familiale n'a pas les mêmes notions que les grands groupes, souvent dans la difficulté, quand il y a des problèmes, on va dire, économiques, comme c'est le cas un petit peu actuellement.
on va avoir tendance à ne pas se séparer de personnel parce qu'on est fortement attaché aux gens et on ne prend pas toujours les bonnes décisions au bon moment, en particulier autour des relations humaines. Donc c'est ce fort attachement à nos employés et le poids du passé fait qu'on ne coupe pas les branches qu'il faut au bon moment et qui peuvent mettre en péril la société, je pense. Du coup, j'ai une toute dernière question et je me retourne vers la CPAM. Excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Patrick. Y a-t-il une topologie des maladies des entrepreneurs? Sait-on de quoi ils souffrent? Oui, non, il y a peut-être une typologie, mais je ne la connais pas. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup moins d'arrêt de travail chez les cadres dirigeants et chez les entrepreneurs. Ça, c'est sûr. Donc, finalement, ça maintient l'activité. Il y en a beaucoup plus chez les inactifs. Oui, il y a encore un témoignage, et puis nous allons passer au slide suivant, mais allons-y, dernier témoignage. Mon témoignage, c'est que je ne suis pas donc... mon père n'était pas entrepreneur, j'ai racheté l'entreprise auquel je dirigeais dans un groupe, et mon expérience, c'est par rapport à la difficulté non pas de reprendre l'entreprise, mais d'assumer l'histoire longue et ancienne de la marque que nous avons, puisque nous avons les montres LIP. Et je vis une expérience depuis maintenant plus de 15 ans, à travers cette expérience qui dure depuis 145 ans, et pour les plus jeunes et moins jeunes, à chaque fois on me ramène à cette histoire qui est très forte, et on la vit avec beaucoup de bonheur, mais avec aussi quelquefois beaucoup de souffrance, puisque l'être humain a cette faculté de nous ramener dans le passé, et le passé de la marque LIP n'est pas toujours facile à porter, ou tout au moins on voudrait nous faire croire qu'elle n'est pas facile, alors pour nous on la porte très bien, et on est très fiers de ce qu'on fait aujourd'hui, et très fiers aussi de ce qu'on vise dans l'avenir. Donc simplement pour vous dire aussi que dans l'entreprise, il y a aussi un historique de l'immatériel, qui est la marque, et qui est très intéressant aussi à développer, et qu'on ne parle pas peut-être dans le cadre de l'entrepreneuriat au sens physique du terme, mais dans le sens immatériel, c'est une expérience très intéressante. Regardez par rapport au slide qui est affiché, qui est un tout petit résumé de ce qui a été débattu au sein de la table ronde chargée de ce thème. Nous avons entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Comment définir l'entrepreneur? Nous en avions déjà parlé, nous venons de compléter à travers la santé même de l'entrepreneur, ou en tous les cas à travers vos motivations. Ce qui vous a motivé à le devenir, ce qui vous motive aujourd'hui à le rester, ce qui éventuellement est un frein pour que vous puissiez déployer vos ailes, c'était votre expression, madame, et prendre enfin votre envol. Pour le reste, la capacité d'aller d'échec en échec avec enthousiasme, quand vous cédez votre entreprise, que cédez-vous? Vous responsable, c'est là où se trouvait donc la question. Également, dans cette table-là, vous avez dit, mais très généralement, l'entrepreneur est traîné devant le tribunal. Nous revenons au début de notre débat, où il était acquis que l'entrepreneur, parfois, en tous les cas, transgressait la loi. Que vous puissiez à ce moment-là être devant le tribunal ne m'étonne pas, ou à moitié. L'esprit d'entreprise, qui pour l'enseigner, nous l'avons traité, sommes-nous au bout d'un système? Vous venez de dire, en tous les cas c'était votre réflexion, monsieur, je suis un passeur de système. Je l'ai reçu, je le maintiens, je le développe et je le passe. J'ai une question pour vous, Heinz. L'entreprise familiale. Précisément, dans la question est-elle un frein ou un accélérateur, nous avons donc deux hiérarchies, une qui est visible, la hiérarchie de l'entreprise, et juste derrière dans l'ombre, la hiérarchie de la famille, avec l'ensemble des valeurs du fondateur. Et ces valeurs tiennent en principe le groupe. Est-ce un accélérateur que ces valeurs, ou est-ce que ce sont des freins? Je ne vais certainement pas répondre directement à cette question, puisque je n'ai pas votre expérience. Mais j'attire votre attention sur le fait suivant. Dans le milieu, on n'a pas du tout parlé de l'univers, là. L'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, ça relève d'autre chose que le milieu. Vous avez tout le temps parlé du milieu dans lequel vous vous situez, dans lequel vous exercez vos activités. Or, ce milieu humain est caractérisé par un phénomène qu'on peut nommer lutte pour la reconnaissance. La lutte pour la reconnaissance se joue entre les parents et les enfants,
ça se joue entre des hommes et des femmes de la même génération, et ça se prolonge d'ailleurs dans la relation qu'on va entretenir avec ceux qui nous suivent dans la vie. Or, réfléchir sur ce que c'est que la reconnaissance suppose qu'on s'interroge sur les critères de la reconnaissance, puisque la reconnaissance, ce n'est pas un geste aveugle, affectif. La reconnaissance repose toujours sur un certain nombre de normes et de valeurs. Et c'est là qu'on arrive à la question. Il y a des valeurs qui s'incarnent de génération en génération, mais qui peuvent aussi évoluer. Et donc, les critères de reconnaissance peuvent changer. Les conflits intergénérationnels, ça existe. Et donc, il me semble, apporter une réponse, ou vouloir apporter une réponse simple à la question, est-ce que j'ai plutôt bénéficié de ce qu'on m'a transmis, ou est-ce que ça m'a plutôt inhibé, c'est impossible. Il faudrait chaque fois se demander quel est l'ensemble des critères qui font que je suis capable de reconnaître et je suis en droit d'exiger qu'on me reconnaisse. La lutte pour la reconnaissance est d'ailleurs, au-delà de l'univers ou du milieu dont nous avons parlé là, un phénomène social qui va, il me semble, plus loin que ce qu'on analyse en général quand il y a des conflits sociaux. Très souvent, on pense que les revendications, par exemple, d'organisations ouvrières sont matérielles. En général, c'est ça qu'il y a sur les calicots, etc. Mais quand on gratte un peu, à la SNCF par exemple, quand on gratte un peu, on découvre qu'il y a un déficit de reconnaissance. Et c'est là-dessus que porte en réalité le mouvement social. Or, un entrepreneur bien avisé est au fond quelqu'un qui maîtrise les systèmes de valeurs qui peuvent être mobilisés en vue de la reconnaissance. C'est ça que je voulais juste suggérer, parce que ça permet de sortir de l'alternative trop simple. Est-ce que c'est un soutien ou un frein d'avoir pour soi l'héritage de valeurs, de manières de faire, de biens, même matériels? Ce n'est pas une alternative. Je crois que nous sommes plutôt dans un système extraordinairement complexe d'échanges qui, dans le langage qui est le mien, relève d'une éthique de la communication. Ce terme éthique de la communication, ça veut simplement dire, lorsque nous communiquons, nous devons constamment nous demander par rapport à quelle valeur mentalement présente chez notre interlocuteur, nous pouvons engager la communication qui doit aboutir à un accord ou à un désaccord. Donc, lutte pour la reconnaissance, une petite suggestion. J'ai une autre grecque dans leur ensemble que l'entrepreneur en particulier a oublié ou que l'homme en général du XXIe siècle a oublié. Ça, c'est vraiment une question centrale parce que la modernité qui est la nôtre et qui est transformée progressivement en ultra ou post-modernité, avec le passage à ce qu'on a évoqué hier, c'est-à-dire le rapport frénétique au renouvellement et donc au temps présent. Ça, c'est le post-moderne. La modernité, c'était le projet du progrès. Or, dans le projet du progrès, depuis le XVe siècle, je vous ai évoqué ça hier, il y a l'utopie d'un perfectionnement qui dévalorise constamment ce qui a déjà été atteint. C'est ça qui fait qu'il y a cette révolution au XIXe siècle, quand les jeunes gens veulent pleinement jouir de l'instant présent. Parce que dans le modèle du progrès, l'instant présent est dévalorisé, en principe, par rapport au perfectionnement qui nous attend. Or, les Grecs anciens, qui font partie de ce que j'appelle des sociétés traditionnelles, avaient un tout autre rapport au temps et à la réalisation de soi dans le temps. Pour eux, il s'agissait d'évacuer ce qui angoissait, à savoir le changement. C'est aux antipodes de ce que nous vivons. Le changement, pour eux, était vécu comme une menace. La nouveauté était considérée comme une sorte de catastrophe qui, à tout moment, pouvait tout remettre en question. Donc, du coup, leur manière de se rapporter d'abord au monde, à l'univers qu'ils appelaient cosmos. Cosmos veut dire bel arrangement.
Cosmos désigne aussi les bijoux en grec ancien. Et l'idée est qu'il faut trouver un billet par lequel l'univers qui nous entoure et qui semble menaçant en raison des changements qu'on y observe, changement de saison, changement d'un arbre, n'est jamais pareil à lui-même, avec des feuilles, sans feuilles, tout ça trouble. Eh bien, trouver une manière de regarder le monde qui stabilise les phénomènes. Ça, c'est l'ambition des anciens. Or, nous avons, je crois, complètement perdu, sauf quand on part en vacances. Là, on cherche instinctivement cette espèce de calme dans lequel on se restaure. Et nous avons, dans notre activité, on a complètement perdu cette dimension. Nous sommes à la fois modernes parce que nous aimons le changement en vue du progrès, mais nous sommes aussi postmodernes dans la manière où nous sommes entraînés dans cette espèce de nécessité d'innovation constante, que ce soit du progrès ou pas. Eh bien, ce souvenir, peut-être pas revenir, mais ce souvenir à travers des moments qu'on peut vivre un peu privilégiés, avec l'Armagnac hier, il me semble, il y avait quelque chose qui, à travers la bouche, remontait du passé et arrêtait le temps. Je ne veux pas trop pousser, mais il y a, quand on boit une bonne bouteille, il y a, quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, quand on est dans une situation où soudain on a envie de s'arrêter et de contempler, il y a ce que les anciens préconisaient comme stratégie de la vie. Ils ne sont peut-être pas dans le vrai absolument, puisque le progrès c'est quand même quelque chose qui nous conduit plus loin. L'innovation en soi, cette espèce de débauche d'énergie qui caractérise le monde contemporain, c'est pas rien non plus. Mais peut-être est-il bon de se souvenir que nous avons aussi besoin de cet état contemplatif. C'est pour ça qu'on demande de la méditation, par exemple. Ça fait partie d'une espèce d'aspiration qui nous délivre de cette angoisse qui est constamment entretenue par ce qui va changer l'instant suivant. Eh bien, le monde ancien est un monde de la contemplation et l'univers que contemplent les Grecs, le cosmos, est caractérisé par le fait qu'il tourne sur lui-même, il revient tout le temps sur lui-même et qu'il n'y a aucune altération radicale. Là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les cosmologies antiques parce que ce sont chaque fois des machines à rassurer et à stabiliser. Et à nous, avec la science moderne, avec l'infiniment grand et l'infiniment petit, on n'a pas cet appui-là. La connaissance que nous avons en mécanique quantique ou en théorie de la relativité n'est pas apaisante. Elle n'est pas, d'ailleurs, de nature à nous fournir une représentation du monde dans lequel nous vivons. Parce que l'infiniment grand, l'infiniment petit, ça se dérobe, comme disait Pascal, ça l'effraie. Le silence des espaces infinis m'effraie. Et bien cet effroi, est-ce qu'on est encore capable de le conjurer dans ces moments de recueillement, de halte, de réflexion et peut-être de contemplation? C'est une question qu'il faut se poser si on ne veut pas que la vie nous échappe à chaque instant. Merci beaucoup, Heinz. Troisième thème, pour l'homme avec l'homme. Quelle était la table qui était chargée? Merci beaucoup. Vous étiez donc chargé de ce thème-là. Est-ce que M. Rakowitz est parmi vous? Non, il n'est plus là. Et voilà, vous aviez avec vous un formidable témoin, bien sûr. M. Rakowitz, pour les autres, et vous allez me dire si je me trompe, est donc celui qui a conçu et accompagné la construction d'une usine énorme, l'usine de Borde. Et tout le projet de construction est un projet donc, où il fallait allier les choses et les hommes. Faire en sorte que le projet architectural convienne à la façon de vivre et à la façon de travailler. Et si j'ai bien compris ces conclusions, je parle sous votre autorité, ces conclusions sont un projet n'est pas naturel. Et précisément, il faut encore le travailler et à l'usage, faire en sorte qu'il devienne naturel aux hommes qui vont s'inscrire dans le projet. C'est bien cela l'idée centrale qu'il avait en tête. Maintenant, vous vous êtes interrogé si... Oui, non, je vous en prie, allez-y. Non, vous parlez de projet.
nous avons dit qu'il n'était pas naturel, c'est qu'un projet centré sur l'homme n'était pas naturel. Alors, et donc, du coup, quel était le projet au départ? D'une façon générale, le fait d'avoir un projet dans lequel l'homme soit considéré comme le centre, enfin, soit une partie très importante du projet, ça, ce n'est pas naturel. On peut avoir des tas de projets. Si on prend une usine, on peut avoir un projet qui serait simplement, par exemple, d'améliorer les flux. Hein? C'est pas pour autant qu'on va améliorer le bien-être, ou même, sans parler de bien-être, puisque ça c'est un peu... Mais disons le plaisir de travailler, ou le confort, ou l'ergonomie, etc. Voilà. Hein? Donc, quels étaient du coup les obstacles que votre table avait identifiés à ce projet humain, ou à l'humanité de ce projet? Vincent Gidel, je suis étudiant à l'ESTIA, donc après avoir travaillé avec M. Rakovitz, ses conclusions étaient les suivantes, que l'un des obstacles majeurs était la communication, notamment au niveau de la presse, qui déformait énormément ses propos, et qui parlait majoritairement des cas qui ne fonctionnaient pas au sein d'une entreprise ou bien ailleurs. Ça se confirme dans les journaux, les unes des journaux de nos jours, c'est toujours le train qui n'est pas à l'heure, le chien qui va se faire écraser devant chez vous, etc. J'en passe. Alors la question qu'on s'était posée, c'était de savoir quelle était finalement la crédibilité de la presse de nos jours et de la compétence réelle du journaliste qui va écrire un article, et donc de savoir s'il ne va pas déformer totalement les propos. Voilà. Alors au niveau de la communication également, il y avait celle avec les syndicats. On peut voir sur le slide. Les syndicats qui sont sans arrêt dans le bureau du patron à quémander, à venir vous voir disant oui, là ça va pas, là ça va pas. Finalement, c'est des pertes de temps. Donc le projet stagne un petit peu. Et enfin, le lien avec les entreprises, qui est également un frein, toujours au niveau de la communication, puisque vous êtes face à des problèmes de sous-traitance. Et au niveau des sous-traitances, une entreprise qui sous-traite et qui elle-même va faire des sous-traitances. Donc vous arrivez à des niveaux de sous-traitance assez hauts. Et donc, l'un des aspects de cette usine modèle de Borde, puisqu'elle est présentée comme telle, c'était que le niveau de sous-traitance était limité à 2. C'est-à-dire qu'il y avait une entreprise ne pouvait que sous-traiter 2 fois, si je puis dire. Donc voilà, je vais vous laisser la parole, donc ensuite, au niveau de la communication. Je me retourne vers vous. La presse. La presse, donc pour l'homme, avec l'homme, est-ce que la presse pour vos entreprises est un véritable danger? Est-ce que la communication en général est-elle compliquée, plus difficile aujourd'hui? Je vous propose d'abord un témoignage, on en débat juste après.